Le 1er septembre 1870, l'aube se lève sur une vallée du nord-est de la France. Un empereur est piégé. Napoléon III, neveu du grand Bonaparte, souverain de la France depuis 2 décennies, est à cheval dans la ville de Sedan, entouré de 120 000 de ses soldats. Ils sont encerclés sur 3 côtés. Au-dessus d'eux, sur les crêtes et les collines, plus de 400 canons prussiens sont pointés sur la vallée. Quand ces canons ouvriront le feu au lever du soleil, ils ne s'arrêteront pas avant la chute d'un empire. À la fin de cette journée, Napoléon rendra son épée. Plus de 100 000 soldats français deviendront prisonniers. Et le cours de l'histoire européenne changera pour toujours. C'est l'histoire de la guerre franco-prussienne. 6 mois qui ont détruit la domination militaire française, capturé un empereur sur le champ de bataille et donné naissance à un empire allemand unifié, couronné dans la Galerie des Glaces à Versailles. C'est une histoire de pièges diplomatiques, de massacres industriels et d'un siège qui a affamé Paris jusqu'à la soumission. Et cela a préparé le terrain pour 2 guerres mondiales qui allaient consumer le siècle suivant. Avant de commencer, si vous croyez que des histoires comme celle-ci ont de l'importance, si vous voulez que l'histoire soit racontée avec profondeur et honnêteté, veuillez prendre une seconde pour aimer cette vidéo et laisser un commentaire. Cela nous aide à atteindre plus de personnes qui se soucient de comprendre le passé et pas seulement de le consommer. Revenons là où tout a commencé. Pour comprendre comment un empereur se retrouvait piégé dans une vallée sans issue, il faut comprendre la France qu'il dirigeait. En 1870, la France semblait être la nation la plus puissante d'Europe. Paris était la capitale culturelle du monde, accueillant de grandes expositions, des merveilles architecturales et une scène sociale scintillante qui fixait la norme du goût et du raffinement sur tout le continent. L'armée française avait une réputation forgée au fil des siècles. Des guerres révolutionnaires à la conquête de l'Europe par Napoléon Bonaparte, les soldats français étaient craints et respectés. Le drapeau tricolore flottait sur des territoires en Afrique, en Asie et dans le Pacifique. La France semblait intouchable, mais les apparences étaient trompeuses. Napoléon III, né Charles-Louis-Napoléon Bonaparte, était arrivé au pouvoir en 1848, surfant sur une vague de nostalgie pour la gloire de son oncle. Il a été élu président, puis a organisé un coup d'État en 1851 et s'est couronné empereur. Pendant 2 décennies, il a joué au jeu de la politique européenne, soutenant l'unification italienne contre l'Autriche, envoyant des troupes pour soutenir un empereur fantoche au Mexique, organisant de somptueux événements d'État pour projeter le prestige français. Chacun de ces mouvements avait échoué ou s'était retourné contre lui. L'aventure mexicaine s'est terminée en désastre. Maximilien, l'empereur installé par la France, a été exécuté par un peloton d'exécution en 1867. Les troupes françaises se sont retirées dans l'humiliation. L'intervention avait vidé le trésor et tué des milliers de personnes pour rien. À la maison, les factions politiques se déchiraient. Les républicains voulaient abolir complètement l'Empire. Les monarchistes voulaient une restauration des Bourbons. Et même les bonapartistes fidèles perdaient foi. Le soutien de Napoléon III dépendait d'une chose, remporter des victoires. En 1870, il pouvait à peine se livrer lui-même. L'empereur avait 62 ans et mourait lentement. Des calculs vésicaux lui causaient une douleur constante et atroce. Il ne pouvait pas s'asseoir confortablement. Il ne pouvait pas monter à cheval longtemps. Il dépendait des opiacés justes pour passer la journée, et il le laissait embrumé et lent. Son visage, autrefois animé et expressif, était devenu un masque de cire d'épuisement. Les aides ont remarqué qu'il marchait avec précaution, comme si chaque pas lui faisait mal. Mais il était un Bonaparte. Ce nom venait avec des attentes. Son oncle avait dominé l'Europe, écrasé des coalitions, était couronné à Notre-Dame et avait fait trembler les rois. Napoléon III ne pouvait pas échapper à cette ombre. Être un Bonaparte signifiait gagner des guerres. Cela signifiait faire plier l'Europe à la volonté française. Cela signifiait ne jamais montrer de faiblesse. Le problème, c'est que la France n'était pas prête pour la guerre que son nom exigeait. L'armée française avait l'air impressionnante en parade. Les officiers portaient de magnifiques uniformes et portaient de fiers noms de famille, fils et petits-fils d'hommes qui avaient combattu à Austerlitz et à Iéna. Les soldats étaient considérés comme parmi les meilleurs d'Europe, endurcis par des campagnes en Crimée, en Italie, en Algérie et au Mexique. La France possédait le fusil chasse-peau, une arme à chargement par la culasse supérieure emportée en cadence de tir à tout ce que les Prussiens portaient. Mais la logistique était un désastre. L'armée française n'avait pas mené de guerre européenne majeure depuis la Crimée dans les années 1850, et les leçons de cette campagne avaient été ignorées ou oubliées. L'équipement était dispersé dans des dépôts sans inventaire central. Des plans de mobilisation existaient sur le papier, mais n'avaient jamais été testés. Lorsque l'appel est venu de rassembler l'armée du Rhin, le système s'est immédiatement effondré. Les unités ne trouvaient pas leur artillerie.
L'artillerie est arrivée sans obus. La cavalerie n'avait pas de chevaux. Les chariots de ravitaillement ne se sont pas présentés. Les cartes étaient obsolètes ou fausses. Un général dira plus tard que son armée manquait de tout, sauf de courage. Ce courage, il s'est avéré, n'était pas suffisant. Pendant que la France dérivait sur l'inertie et la nostalgie impériale, de l'autre côté du Rhin, un chef très différent était à l'œuvre. Otto von Bismarck n'était pas un soldat. C'était un Junker, un propriétaire terrien prussien qui était entré en politique et avait découvert qu'il avait un génie pour cela. Il était grand, corpulent, avec une voix de stentor et un esprit de joueur d'échecs. Bismarck comprenait quelque chose de fondamental. Les guerres n'étaient pas une question de gloire ou d'honneur. C'étaient des outils. On les utilisait lorsque la diplomatie ne pouvait pas vous donner ce dont vous aviez besoin. Et ce dont Bismarck avait besoin, c'était d'une Allemagne unifiée sous le contrôle prussien. Il travaillait à cet objectif depuis une décennie avec une précision chirurgicale. En 1864, il a manœuvré la Prusse et l'Autriche dans une guerre conjointe contre le Danemark pour les duchés de Schleswig et de Holstein. La Prusse a gagné et a gagné du territoire. Plus important encore, elle a testé l'armée prussienne réformée et a constaté qu'elle fonctionnait à merveille. En 1866, Bismarck s'est retourné contre l'Autriche elle-même. La guerre a duré 7 semaines. L'armée prussienne, utilisant les chemins de fer pour se mobiliser plus rapidement que quiconque ne le pensait possible, équipée de fusils à aiguille à chargement par la culasse et dirigée par un état-major professionnel, a écrasé les forces autrichiennes à Sadowa. L'Autriche a été expulsée des affaires allemandes. Les États du nord de l'Allemagne sont tombés dans l'orbite de la Prusse, liés ensemble dans la Confédération de l'Allemagne du Nord sous la direction prussienne. Mais le Sud restait indépendant. La Bavière, le Bade, le Wurtemberg et la Hesse-Darmstadt étaient fiers, catholiques et profondément méfiants de la domination prussienne protestante. Ils avaient signé des alliances militaires avec la Prusse, mais ils résistaient à l'unification politique. Ils se considéraient comme des Allemands, oui, mais pas des Prussiens. Bismarck savait qu'il ne pouvait pas les forcer. Il avait besoin d'autre chose. Il avait besoin d'une menace extérieure. Il avait besoin que les États du Sud se battent aux côtés de la Prusse contre un ennemi commun si puissant et dangereux que l'unification ne semblerait pas une soumission, mais une survie. Il avait besoin de la France. Plus précisément, il avait besoin que la France déclenche une guerre qui ressemblerait à une agression française. Si la France apparaissait comme l'agresseur, les États du Sud honoreraient leurs alliances, se battraient aux côtés de la Prusse dans l'ardeur d'une victoire partagée, accepteraient un empire allemand unifié. La question était de savoir comment faire mordre la France à l'hameçon. Bismarck n'a pas eu à attendre longtemps. La France, vacillante sous la pression politique et avec un empereur désespéré de remporter une victoire, cherchait déjà un combat. Tout ce que Bismarck avait à faire, c'était de leur donner une excuse qui semblait juste assez insultante pour exiger une réponse. À l'été 1870, les pièces étaient en place. La France avait une armée creuse, un empereur malade et un système politique qui avait besoin de gloire pour survivre. La Prusse avait une armée professionnelle, un brillant état-major, un réseau de lignes de chemin de fer prêt à déplacer des centaines de milliers de soldats, et un chef qui savait exactement comment manipuler ses ennemis pour qu'ils se détruisent. Il ne fallait qu'une étincelle. Et en juillet, cette étincelle est venue sous la forme d'un télégramme d'une ville thermale appelée M. L'étincelle est venue d'Espagne. En 1868, l'Espagne avait renversé la reine Isabelle II et cherché un monarque de remplacement. Le gouvernement espagnol a approché le prince Léopold de Hohenzollern-Sigmaringen, un lointain cousin du roi de Prusse, et lui a offert le trône. Léopold n'était pas particulièrement important. C'était un prince allemand mineur sans réel pouvoir. Mais son nom de famille était Hohenzollern, la même famille qui régnait sur la Prusse. Pour la France, c'était inacceptable. Si un Hohenzollern était sur le trône à Madrid et un autre régnait à Berlin, la France serait encerclée sur 2 fronts. Cela rappelait des souvenirs du XVIe siècle, lorsque les empereurs Habsbourg avaient encerclé la France depuis l'Espagne et l'Autriche simultanément. Cet encerclement avait dominé la politique étrangère française pendant des générations. Maintenant, il menaçait de revenir. Lorsque la nouvelle de la candidature de Léopold est parvenue à Paris début juillet 1870, la réaction a été immédiate et furieuse. Le gouvernement français, dirigé par le ministre des Affaires étrangères, le duc de Gramont, a envoyé de vives protestations diplomatiques à la Prusse. Gramont s'est présenté devant le corps législatif français et a publiquement déclaré que la France ne tolérait jamais un Hohenzollern sur le trône d'Espagne. C'était un défi direct, prononcé ouvertement devant le monde. Bismarck, observant depuis Berlin, savait qu'il devait être prudent. Si la Prusse apparaissait trop agressive,
Les États du sud de l'Allemagne pourraient hésiter à soutenir une guerre. Il avait besoin que la France ait l'air de l'intimidateur. Alors il n'a rien fait. Le roi Guillaume Ier de Prusse, qui était en vacances dans la ville thermale d'Ems, ne voulait pas non plus de ces crises. Il n'avait pas poussé Léopold à accepter le trône d'Espagne. C'était la manœuvre silencieuse de Bismarck en coulisses, et Guillaume ne voulait pas d'une guerre pour ça. Lorsque les protestations françaises se sont intensifiées, il a conseillé en privé à Léopold de se retirer. Le 12 juillet 1870, Léopold a retiré sa candidature. La crise était terminée. La France avait gagné. Gramont pouvait revendiquer une victoire diplomatique. Le trône d'Espagne irait à quelqu'un d'autre et l'Europe pourrait reprendre ses affaires habituelles. Mais Gramont n'était pas satisfait de la victoire. Il voulait l'humiliation. Poussé par la pression de Napoléon III, le gouvernement de l'impératrice Eugénie et sa propre arrogance, Gramont a envoyé de nouvelles instructions à l'ambassadeur de France en Prusse, le comte Benedetti. La France ne voulait pas seulement que Léopold se retire. Elle voulait une garantie écrite qu'aucun prince Hohenzollern n'accepterait jamais le trône d'Espagne. Ni maintenant, ni à l'avenir, en aucune circonstance. C'était une demande conçue pour faire publiquement ramper la Prusse. Le matin du 13 juillet 1870, Benedetti a approché le roi Guillaume lors de sa promenade quotidienne dans les jardins d'Ems. Le roi était en civil, prenant les eaux pour sa santé. Benedetti, en grande tenue diplomatique, a présenté la demande de la France. Guillaume a écouté poliment, puis il a refusé. Il a dit à Benedetti que Léopold s'était déjà retiré et que lui, le roi, n'avait rien de plus à ajouter. Il ne donnerait pas de garantie permanente. L'affaire était close. La conversation a été cordiale. Pas d'insultes, pas de voix élevées. Guillaume a souhaité bonne chance à Benedetti et a continué sa promenade. L'aide de camp du roi a envoyé un télégramme à Bismarck à Berlin résumant la rencontre. Le message était sec et factuel. L'ambassadeur avait fait une demande. Le roi avait poliment refusé et il n'y avait rien de plus à discuter. Lorsque ce télégramme est parvenu à Bismarck, il dînait avec deux de ses plus proches alliés, le général Helmut von Moltke, chef de l'état-major prussien, et le général Albrecht von Roon, le ministre de la guerre. Les deux hommes étaient frustrés. Ils croyaient que la guerre avec la France était inévitable et que la Prusse devait la mener maintenant, alors que l'avantage militaire était clair. Mais les États du sud de l'Allemagne ne se joindraient pas à une guerre qui ressemblerait à une agression prussienne. Bismarck a lu le télégramme. Puis il l'a relu. Et puis il a vu l'opportunité. Il a pris un stylo et a commencé à éditer. Il a supprimé le phrasé poli. Il a supprimé le contexte. Il a raccourci les phrases. Il a aiguisé le ton. Quand il a eu fini, le télégramme révisé donnait l'impression que le roi Guillaume avait renvoyé Benedetti avec mépris et que Benedetti avait insulté le roi en retour. Bismarck a levé les yeux vers Moltke et Roon. Comment trouvez-vous cette version? Moltke l'a lu et a souri. Ça sonne comme une gifle. Bien, a dit Bismarck, parce que c'est exactement ce que Paris a besoin d'entendre. Il a communiqué le télégramme modifié à la presse. Les journaux de toute l'Europe l'ont imprimé le lendemain matin. À Paris, la réaction a été explosive. Les journaux français ont crié à l'arrogance prussienne. Les gros titres ont déclaré que le roi Guillaume avait insulté l'ambassadeur de France et déshonoré la nation. Des foules se sont déversées dans les rues en scandant « À Berlin, à la guerre !» Les politiciens de l'opposition, qui avaient passé des mois à critiquer Napoléon III, se sont soudainement ralliés au drapeau. La Chambre des députés a éclaté en demande d'action militaire. La fièvre de la guerre s'est emparée de la capitale. Des hommes faisaient la queue devant les bureaux de recrutement. Des fanfares jouaient des chants patriotiques sur les boulevards. Les cafés se remplissaient de discussions sur la marche vers le Rhin, l'humiliation de la Prusse et la dictée des conditions à Berlin en quelques semaines. Certains optimistes parlaient même d'annexer la Rhénanie et de briser définitivement la puissance de la Prusse. Napoléon III, malade et épuisé, a compris le piège, mais n'a pas pu s'en échapper. Son gouvernement avait besoin d'une victoire pour survivre. La presse hurlait à la guerre. Le public exigeait satisfaction. S'il reculait maintenant, il aurait l'air faible. La faiblesse signifiait la révolution. La révolution signifiait la fin de la dynastie Bonaparte. Le 15 juillet, le cabinet français a voté pour la guerre. Le 19 juillet 1870, la France a officiellement déclaré la guerre à la Prusse. Bismarck avait exactement ce dont il avait besoin. La France avait déclaré la guerre en premier. La France ressemblait à l'agresseur. Et les États du sud de l'Allemagne, la Bavière, le Bade, le Wurtemberg, ont immédiatement honoré leurs alliances militaires avec la Prusse. Ce ne serait pas la Prusse contre la France.
Ce serait une Allemagne unie. À Paris, la confiance était au plus haut. Les officiers militaires français ont porté un toast à la campagne à venir. Les soldats sont montés dans les trains en chantant. Le fusil chasse-peau abattrait l'infanterie prussienne. Le courage français briserait la discipline allemande. Ce serait une guerre courte. Tout le monde le disait. 6 semaines, peut-être 8, puis un retour triomphal. Un traité de paix dicté à Berlin et la domination française restaurée. À Berlin, Moltke et l'état-major prussien ont activé des plans de mobilisation qu'ils affinaient depuis des années. Des télégrammes ont été envoyés à chaque garnison, à chaque dépôt, à chaque nœud ferroviaire. En quelques heures, les trains ont commencé à bouger. Des régiments se sont rassemblés dans des gares prédéterminées. Des batteries d'artillerie ont roulé sur des wagons plats. Des chariots de ravitaillement ont été chargés de nourriture, de munitions, de fournitures médicales. Des unités de cavalerie ont chevauché vers des points de concentration le long de la frontière. C'était une machine. Elle avait été testée, affinée et calibrée. Et maintenant, elle était en mouvement. La France n'avait aucune idée de ce qui allait lui tomber dessus. En 2 semaines, plus de 400 000 soldats prussiens et allemands alliés seraient concentrés le long de la frontière française, organisés en 3 armées complètes avec des objectifs, des lignes de ravitaillement et une coordination claire. La France, quant à elle, était sur le point de découvrir que déclarer la guerre et la mener réellement étaient 2 choses très différentes. La guerre se gagne ou se perd avant que le premier coup de feu ne soit tiré. Les Français ne comprenaient pas cela. Les Prussiens, si. Quelques heures après la déclaration de guerre de la France, l'état-major prussien a commencé à exécuter un plan de mobilisation qui avait été élaboré pendant des années. Helmut von Moltke, 69 ans, calme, méthodique, avait passé la majeure partie d'une décennie à se préparer à cette guerre exacte. Son état-major avait cartographié toutes les lignes de chemin de fer en Allemagne. Il connaissait la capacité de chaque gare, la pente de chaque colline, l'emplacement de chaque voie de garage. Ils avaient calculé combien de trains il faudrait pour déplacer une division, combien de temps chaque voyage nécessiterait, et où les unités se rassembleraient une fois arrivées. Ils avaient répété cela, l'avaient testé, l'avaient affiné. Maintenant, ils l'exécutaient. Le 20 juillet, les premiers trains ont commencé à rouler vers l'ouest. Le 21 juillet, des régiments entiers étaient en mouvement. Des bataillons d'infanterie sont montés dans des wagons à Berlin, Leipzig, Munich et Stuttgart. Des batteries d'artillerie ont roulé leurs canons sur des wagons plats. Des unités de cavalerie ont chevauché vers des gares de triage. Des chariots de ravitaillement ont été chargés de munitions, de biscuits de soldats, de fournitures médicales, de fourrage pour les chevaux. Des cuisines de campagne ont été emballées. Des compagnies du génie ont assemblé du matériel de pontage. Chaque unité avait des ordres écrits spécifiant exactement où aller, quel train prendre et quand arriver. Les officiers portaient des horaires synchronisés à leur près. Les chefs de gare savaient quel train avait la priorité. Les opérateurs de télégraphe relayaient les mises à jour au fur et à mesure que les unités se déplaçaient. Le réseau ferroviaire prussien est devenu un tapis roulant, acheminant hommes et matériel vers la frontière française. 3 armées ont pris forme avec une efficacité mécanique. La première armée, sous le commandement du général Karl von Steinmetz, s'est rassemblée le long de la Sarre, forte de 60 000 hommes. La deuxième armée, sous le commandement du prince Frédéric Charles, s'est formée plus au sud, près du Palatinat, avec 134 000 hommes. La troisième armée, sous le commandement du prince héritier Frédéric Guillaume, s'est concentrée en Bade et en Bavière, où se trouvaient 130 000 hommes. Ils étaient soutenus par des dizaines de milliers de troupes supplémentaires des États du sud de l'Allemagne, des Bavarois, des Wurtembergeois, des Saxons, tous se déplaçant selon le même plan centralisé. Début août, plus de 400 000 soldats allemands étaient prêts sur la frontière française, organisés en corps, divisions et brigades avec des chaînes de commandement claires. Ils avaient un soutien d'artillerie, des lignes de ravitaillement s'étendant jusqu'aux dépôts en Allemagne, des services médicaux et des écrans de cavalerie pour recueillir des renseignements. Le plan de Moltke était simple. Avancer en France sur 3 axes, forcer les Français à concentrer leurs forces dispersées, puis les écraser avec des effectifs et une coordination supérieure. Cela allait fonctionner au-delà de ses espérances les plus folles. Car de l'autre côté de la frontière, la France s'effondrait dans le chaos. Le haut commandement français avait un plan sur le papier. Il s'appelait l'armée du Rhin et devait se concentrer près de Metz et de Strasbourg, puis se diriger vers l'est, dans le sud de l'Allemagne. Le but était de diviser les États allemands avant qu'ils ne puissent s'unir, de mettre la Bavière et les plus petits États du sud hors de la guerre, et de forcer la Prusse à négocier. C'était un bon plan. Il aurait même pu fonctionner. Mais il nécessitait une armée qui pouvait réellement se mobiliser. La France n'en avait pas.
L'armée française n'avait pas de système d'état-major centralisé comme celui de la Prusse. Il n'y avait pas d'organisation unique coordonnant le mouvement ferroviaire, la distribution du ravitaillement ou le rassemblement des unités. Au lieu de cela, les commandants individuels étaient responsables de rassembler leurs propres forces et de les déplacer vers la frontière. Le résultat fut le pandémonium. Des régiments sont arrivés au point de rassemblement et n'ont trouvé aucune artillerie. Des batteries d'artillerie se sont présentées et ont découvert qu'elles n'avaient pas d'obus. Une unité est apparue avec des canons, mais sans chevaux pour les tirer. Des régiments de cavalerie sont arrivés sans monture parce que les chevaux avaient été envoyés au mauvais dépôt. Des chariots de ravitaillement qui devaient transporter de la nourriture et des munitions ne se sont jamais présentés. Ils étaient coincés à 3 provinces de là, sans ordre de transport. Les cartes étaient obsolètes. Certaines montraient des routes qui n'existaient plus. D'autres identifiaient mal des villes clés. Les listes d'officiers étaient fausses. Des colonels sont arrivés en s'attendant à commander des bataillons au complet et ont constaté qu'ils avaient la moitié des hommes sur le papier. Des renforts promis avaient été détournés ailleurs ou n'existaient pas. Les munitions étaient incompatibles avec les canons. Les fournitures médicales manquaient. Les uniformes n'avaient pas été distribués. Un général a envoyé un télégramme frénétique à Paris. « J'ai de l'infanterie mais pas d'artillerie. De l'artillerie mais pas de chevaux. De la cavalerie mais pas de carabines. Envoyez tout immédiatement. » La réponse est revenue. Utilisez les ressources locales. Avancez comme prévu. Il n'y avait pas de ressources locales et il n'y avait plus de plan. Le maréchal Achille Bazaine, qui devait commander l'offensive en Allemagne, a rassemblé les forces qu'il a pu autour de Metz. Il a rassemblé environ 170 000 hommes, le cœur de l'armée professionnelle française. Mais ils étaient dispersés dans des fortifications sans objectif clair. L'offensive en Allemagne ne s'est jamais matérialisée. Il n'y avait pas de ravitaillement pour cela, pas de coordination, aucune chance réaliste de succès. Au lieu de cela, Bazaine a attendu. Plus au sud, le maréchal Patrice de Mac-Mahon a tenté de rassembler une autre force près de Strasbourg. Il a rassemblé environ 45 000 hommes, mais c'était un mélange de régiments de ligne, de réservistes et de troupes de garnison qui ne s'étaient jamais entraînés ensemble. Sa situation de ravitaillement était tout aussi désastreuse. L'empereur Napoléon III, arrivant à la frontière fin juillet, n'a pas trouvé une armée prête à marcher sur Berlin, mais une collection désorganisée d'unités éparpillées le long de la frontière, sans plan cohérent et sans moyen de se nourrir pendant plus de quelques jours. On rapporte qu'il a pleuré en voyant l'état de ses forces. Les armées allemandes, quant à elles, n'ont pas attendu. Le 2 août, des patrouilles de cavalerie prussienne avancée ont franchi la frontière en Alsace. Elles ont rencontré des avant-postes français dispersés et les ont repoussés. Le 3 août, les premiers affrontements ont eu lieu près de la frontière alors que les forces de reconnaissance allemandes sondaient les positions françaises. L'armée française, ce qui en restait, a essayé de répondre, mais la communication entre les unités était sporadique. Les commandants ne savaient pas où se trouvaient les forces voisines. Les ordres mettaient des heures ou des jours à atteindre leur destination. Les lignes télégraphiques étaient rares et peu fiables. Les Allemands, en revanche, avaient des unités télégraphiques rattachées à chaque quartier général de corps. Moltke recevait des mises à jour de ces 3 armées 2 fois par jour. Il pouvait coordonner les mouvements, déplacer des réserves et répondre au développement en temps quasi réel. Ce n'était pas un combat loyal. C'était une armée professionnelle combattant une improvisation du XIXe siècle. Et l'improvisation était sur le point de rencontrer la puissance de feu industriel. Le 4 août 1870, la 3e armée allemande, forte de plus de 40 000 hommes, descendit sur la petite ville de garnison française de Wissembourg dans le nord de l'Alsace. Les Français y avaient 5 000 soldats sous le commandement du général Abel Douai. Ils étaient retranchés autour de la ville, tenant des positions défensives le long d'une ligne de crête. Douai s'attendait à des escarmouches, peut-être à une attaque de sondage. Il ne s'attendait pas à ce qui allait suivre. À l'aube, l'artillerie allemande a ouvert le feu depuis les collines environnantes. Des obus ont plu sur les positions françaises avec une précision qui a choqué les défenseurs. Des bâtiments ont explosé. Des murs de pierre se sont effondrés. Des hommes se sont précipités à l'abri. Mais le bombardement n'a pas cessé. Il s'est intensifié. Puis l'infanterie allemande est arrivée. Des vagues de soldats prussiens ont avancé en colonne coordonnée, soutenus par une artillerie supplémentaire qui avançait. Les fusils chasse-peau français ont crépité depuis les fenêtres et les toits, abattant des attaquants à longue distance. L'arme a fonctionné exactement comme prévu. Mais pour chaque Allemand qui tombait, 3 autres prenaient sa place. Le général Douai s'est avancé pour rallier ses hommes. Un obus a éclaté juste au-dessus de sa tête. Des éclats l'ont traversé.
Il est mort sur le coup. Ses soldats, sans chef et submergés, se sont battus pendant des heures. Ils ont contesté chaque rue, chaque mur de jardin, chaque maison. Mais le soir, Wissembourg était aux mains des Allemands. Pertes françaises, plus de 2000 tués, blessés ou capturés. Pertes allemandes, à peu près les mêmes. Mais stratégiquement, ce fut une victoire allemande complète. La route vers l'Alsace était ouverte et le haut commandement français a réalisé, bien trop tard, que ce ne serait pas la guerre qu'ils avaient imaginée. 2 jours plus tard, le vrai cauchemar a commencé. Le 6 août 1870, le village de Freischwiller, en Alsace. Le maréchal Patrice de MacMahon avait positionné son armée sur un terrain élevé surplombant le village. C'était une position défensive solide. Murs de pierre, haies, pans qui forceraient tout attaquant à avancer en montée sous le feu. Il commandait environ 45 000 hommes et ils étaient bien retranchés. MacMahon savait que les Allemands arrivaient. Des éclaireurs avaient signalé des colonnes prussiennes se déplaçant vers l'ouest. Il avait l'intention de tenir cette position assez longtemps pour retarder leur avancée, gagner du temps pour les renforts, puis se retirer en bon ordre. Il s'attendait à un combat. Il ne s'attendait pas à ce que le prince héritier apportait avec lui. Frédéric Guillaume, commandant la 3e armée allemande, avait plus de 120 000 hommes convergents sur Freischwiller depuis 3 directions. Plus important encore, il avait quelque chose que les Français n'avaient pas, une artillerie de masse. La bataille a commencé juste après l'aube. Les batteries allemandes se sont mises en position sur des crêtes à 2 kilomètres, bien au-delà de la portée des canons français. Puis ils ont ouvert le feu. Le son ne ressemblait à rien de ce que la plupart des soldats français avaient jamais entendu. Pas le crépitement des mousquets ou le claquement des petits canons de campagne, mais un tonnerre profond et roulant. Des obus pesant 13,5 kg ont tracé un arc dans l'air matinal et se sont abattus sur les positions françaises avec une précision dévastatrice. Des bâtiments se sont désintégrés. Des murs de pierre ont explosé en éclats d'obus. Des hommes se sont accroupis derrière des abris et ont été enterrés lorsque ces abris se sont effondrés sur eux. Des chariots de munitions ont explosé en bouts de feu qui ont projeté des débris à des centaines de mètres dans toutes les directions. L'artillerie française a tenté de riposter, mais leurs canons ne pouvaient pas atteindre les positions allemandes. Les équipages ont tiré quand même, les obus tombant inutilement à court jusqu'à ce que le contre-feu allemand les trouve et fasse exploser les canons. Pendant 2 heures, le bombardement a continué sans pause. Puis l'infanterie allemande a avancé. Ils sont venus par vagues, compagnie après compagnie, avançant en colonne coordonnée, soutenus par l'artillerie qui déplaçait son tir devant eux. Les officiers français ont crié des ordres. Les soldats ont saisi leurs fusils chasse-peau et ont attendu. À 400 mètres, les Français ont ouvert le feu. Le chasse-peau était tout ce qu'il était censé être. Précis, à chargement rapide, mortel à distance. Les salves françaises ont déchiré les lignes allemandes qui avançaient. Des hommes sont tombés par dizaines. Des rangs entiers se sont effondrés. Des officiers sont tombés. Des porte-drapeaux sont tombés et les drapeaux sont tombés avec eux. Les Allemands se sont repliés, se sont regroupés et sont revenus. Cette fois, ils ont avancé plus d'artillerie. Des batteries ont roulé à moins d'1 kilomètre et ont commencé à tirer directement sur les positions défensives françaises. Des obus ont atterri au milieu de l'infanterie, dispersant des corps, déchiquetant des formations. Sous ce feu de couverture, l'infanterie allemande a de nouveau déferlé. Le combat est devenu brutal et rapproché. Les soldats prussiens ont atteint les murs de pierre et se sont battus au corps à corps avec les défenseurs français. Baïonnettes, crosses de fusil, couteaux. Des hommes se sont battus dans la poussière. Des villages ont changé de main 2, 3 fois. La fumée a rempli les rues si épaisses que les soldats ne pouvaient pas voir à 10 mètres devant eux. MacMahon, voyant son centre commencer à flancher, a pris une décision désespérée. Il a ordonné à la cavalerie de charger. Des cuirassiers français, une cavalerie lourde en cuirasse d'acier et casque à plumet, se sont formés derrière les lignes. C'étaient des troupes d'élite, des descendants des hommes qui ont chargé à Austerlitz et à Waterloo. Leurs armures brillaient, leurs chevaux tapaient du pied et reniflaient. Les sabres ont été tirés. La trompette a sonné et ils ont chevauché. Des centaines de cavaliers ont tonné à travers un terrain découvert vers les lignes allemandes. C'était magnifique. C'était aussi un suicide. L'infanterie allemande, retranchée derrière des murs et dans des bâtiments, a mis en joue ses fusils et a tiré par salves coordonnées. Les chevaux ont hurlé et sont tombés, les jambes brisées. Les cavaliers ont été projetés de leurs selles et écrasés sous les montures qui tombaient. Les hommes qui ont atteint les positions allemandes ont été abattus à bout portant ou baïonnettés alors qu'ils tentaient de sauter les murs. La charge a duré moins de 10 minutes. Quand elle s'est brisée, le champ était jonché de chevaux morts et mourants, leurs cavaliers piégés sous eux ou titubant à pied.
Les cuirassiers n'avaient rien accompli, si ce n'est leur propre destruction. Au début de l'après-midi, la position de MacMahon s'effondrait. Les forces allemandes avaient tourné les deux flancs. Le centre était sous un feu d'artillerie écrasant. Les réserves étaient épuisées. Les munitions commençaient à manquer. À 15 heures, MacMahon a donné l'ordre de battre en retraite. Ce qui a commencé comme un retrait organisé s'est transformé en une déroute en moins d'une heure. Les soldats ont afflué vers l'ouest, abandonnant fusils, sacs, tout ce qui les ralentissait. Les routes se sont encombrées de chariots, d'attelages d'artillerie et de blessés ambulants. La cavalerie allemande a poursuivi, abattant les traînards et capturant des compagnies entières qui ne pouvaient pas suivre le rythme. Les villages le long des routes de retraite ont été laissés en flammes. Les civils ont fui aux côtés des soldats. Des réfugiés, des hommes, des femmes, des enfants mêlés à l'armée en retraite, créant un chaos qui rendait toute tentative de regroupement impossible. À la tombée de la nuit, l'armée de MacMahon avait cessé d'exister en tant que force de combat. Perte française à Freshwiller, plus de 11 000 tués et blessés, 9 000 autres capturés. Une division entière détruite en une seule journée. Les pertes allemandes étaient également lourdes, plus de 10 000. Mais ils tenaient le terrain. Plus important encore, ils avaient brisé l'une des deux principales armées françaises et ouvert la route plus profondément en Alsace. Et le même jour, à 100 km au nord, une autre catastrophe se produit. À Spicheren, près de la ville de Saarbrück, les forces prussiennes ont attaqué une position défensive française sur un terrain élevé. Les Français étaient à nouveau bien positionnés derrière des murs de pierre et des fortifications. Ils se sont à nouveau battus avec acharnement, et à nouveau le nombre et l'artillerie allemands les ont usés. Le soir, les Français se sont retirés. Une autre défaite, une autre retraite. En 3 jours, le 4 août, à Freshwiller et à Spicheren le 6 août, la France avait perdu 3 batailles et 2 provinces entières. L'Alsace-Lorraine était perdue. La route vers Metz et le cœur de la France était ouverte. La nouvelle est parvenue à Paris le 7 août. La réaction a été immédiate et catastrophique. Les mêmes foules qui avaient chanté, à Berlin, une semaine plus tôt se sont maintenant rassemblées devant les bâtiments gouvernementaux, exigeant des explications. Les journaux qui avaient promis une victoire rapide criaient maintenant à la trahison et à l'incompétence. L'impératrice Eugénie, agissant comme régent pendant que Napoléon était avec l'armée, a renvoyé des ministres dans la panique. Les factions politiques se sont retournées les unes contre les autres. Les républicains ont blâmé l'Empire. Les monarchistes ont blâmé les républicains. Les bonapartistes ont blâmé les généraux. La vérité était plus simple et plus terrible. La France était partie en guerre sans préparation. Et maintenant, elle en payait le prix en sang. Le maréchal Bazaine, toujours à Metz avec la plus grande force française, faisait maintenant face à un scénario de cauchemar. Les Allemands n'avançaient pas seulement, ils convergeaient. Les 3 armées de Moltke se déplaçaient pour encercler Bazaine avant qu'il ne puisse se retirer vers l'ouest ou rejoindre ce qui restait des forces brisées de MacMahon. Bazaine avait une chance. Percer vers l'ouest, vers Verdun, se regrouper et former une nouvelle ligne défensive avant que le piège allemand ne se referme. Il devait se déplacer vite. Il devait se déplacer maintenant. Mais Bazaine a hésité. Et pendant qu'il hésitait, les premières et deuxièmes armées prussiennes, près de 200 000 hommes, se sont mises en position pour lui couper la route. À la mi-août, les mâchoires du piège de Moltke se refermaient et la bataille la plus sanglante de la guerre était sur le point de commencer. Bazaine avait 170 000 hommes autour de Metz, la plus grande concentration de puissance militaire française restante sur le terrain. S'il restait sur place, les Allemands l'encercleraient et la guerre serait terminée. S'il perçait vers l'ouest, vers Verdun, il pourrait se regrouper, rejoindre les survivants de MacMahon et former une nouvelle ligne défensive. Le choix était évident. Le 14 août, Bazaine a finalement donné l'ordre de se déplacer. Son armée marcherait vers l'ouest le long des routes menant à Verdun, emportant tout ce qu'elle pouvait transporter, chariots, artillerie, ravitaillement, et abandonnerait Metz aux Allemands. Il était 2 jours trop tard. Moltke avait déjà anticipé le mouvement. La première armée prussienne, sous le commandement de Steinmetz, poussait depuis l'est, faisant directement pression sur Metz. La deuxième armée, sous le commandement du prince Frédéric Charles, balayait le nord et l'ouest en un large arc, se précipitant pour couper la voie de retraite de Bazaine avant que les Français ne puissent échapper. C'est devenu une course et les Français étaient en train de la perdre. Le 16 août, les colonnes de Bazaine s'étiraient sur des kilomètres le long des routes en direction de l'ouest. L'infanterie marchait en longue file. Les batteries d'artillerie roulaient lentement sur des routes de terre, transformées en boue par des milliers de bottes. Les chariots de ravitaillement craquaient sous le poids des munitions et des provisions. C'était une armée en mouvement, mais elle était lente, encombrante, vulnérable.
Près du village de Mars-la-Tour, la route traversait des terres agricoles ouvertes, des champs de blé et des pâturages divisés par de bas murs de pierre. Les unités avancées françaises se sont déplacées dans la région avec précaution, les éclaireurs ne signalant aucun contact ennemi. Puis, juste après midi, la cavalerie prussienne est apparue à l'horizon. Derrière elle, l'infanterie, puis l'artillerie. C'était le 3e corps prussien, à peine 30 000 hommes, mais il se trouvait directement sur la ligne de retraite de Bazaine. Si les Français ne perçaient pas immédiatement, toute la 2e armée allemande arriverait et le piège se refermerait définitivement. Bazaine avait 3 options. Percer les Prussiens avec une force écrasante, les contourner et perdre des heures qu'ils n'avaient pas, ou s'arrêter et livrer une bataille défensive qui le clouerait sur place. Il a choisi de se battre. Ce qui a suivi a été 14 heures de combats sauvages et chaotiques à travers des terres agricoles ouvertes. L'infanterie française a attaqué en colonne massive, essayant de balayer les Prussiens. L'artillerie allemande a déchiré ses colonnes à courte portée, transformant les champs de blé en champs de tir. L'infanterie prussienne, largement en infériorité numérique, a formé des carrés défensifs et a tiré des salves sur les attaques françaises. Les villages sont devenus des forteresses. Vionville a changé de main 3 fois. Chaque camp a alimenté le combat avec des renforts au fur et à mesure de leur arrivée. Des régiments français marchant directement de la route au combat. Des bataillons prussiens courant vers l'avant pour combler les brèches dans la ligne. En milieu d'après-midi, la bataille s'était transformée en une impasse brutale. Aucun des 2 camps ne pouvait briser l'autre. Les Français ne pouvaient pas percer. Les Prussiens ne pouvaient pas tenir beaucoup plus longtemps. Puis, le général von Bredow a pris une décision qui entrerait dans la légende militaire. Bredow commandait la 12e brigade de cavalerie prussienne, environ 800 cavaliers. Il pouvait voir que le centre prussien s'effondrait sous la pression française. S'il cédait, tout le 3e corps serait mis en déroute et Bazaine s'échapperait. La seule façon de gagner du temps pour l'arrivée des renforts était de perturber l'attaque française. Il ordonna une charge de cavalerie directement au centre de la ligne française, droit sur l'artillerie et l'infanterie massée. Ses officiers comprirent ce que cela signifiait. C'était une mission suicide, mais elle pourrait fonctionner. À 14 heures, les trompettes ont sonné. 800 cavaliers, cuirassiers et lanciers se sont formés et ont commencé à trotter. Puis au galop, puis au grand galop. Ils ont parcouru 1 kilomètre de terrain découvert directement vers les positions des canons français. Les artilleurs français les ont vus arriver et ont chargé de la mitraille. Des cartouches antipersonnelles remplies de billes de métal qui transformaient les canons en fusils de chasse géants. La première salve a déchiqueté les premiers rangs. Les chevaux sont tombés en tas. Les hommes ont été projetés de leurs selles. La charge n'a pas ralenti. L'infanterie française a formé des carrés et a tiré des salles disciplinées. D'autres cavaliers sont tombés. Les survivants ont éperonné leur monture plus vite, se penchant en avant, sabres tirés. Ils ont frappé la ligne de canons française comme un marteau. La cavalerie s'est écrasée sur les artilleurs, les abattant avant qu'ils ne puissent recharger. Les chevaux ont piétiné les artilleurs. Les lances ont percé les formations d'infanterie. Pendant 3 minutes, le chaos a régné à l'arrière des lignes françaises. Puis les réserves françaises ont contre-attaqué. La cavalerie, maintenant profondément à l'intérieur des lignes ennemies et coupées, a été encerclée. Ils se sont frayés un chemin pour sortir, laissant la moitié de leurs effectifs morts ou mourant dans les champs. Sur les 8 Sens qui ont chargé, moins de 4 Sens sont revenus. Mais ils l'avaient fait. L'attaque française s'est arrêtée. Les renforts prussiens sont arrivés et ont stabilisé la ligne. À la tombée de la nuit, les 2 armées étaient épuisées et la bataille s'est arrêtée. Les pertes étaient stupéfiantes. Plus de 16 000 Français tués et blessés. Près de 15 000 Prussiens. Mais stratégiquement, les Prussiens avaient gagné. La retraite de Bazaine avait été arrêtée. Il était toujours à une journée de marche de Metz et tout le poids de la 2e armée allemande se rapprochait maintenant du nord. Bazaine a commis sa 2e erreur critique. Au lieu de forcer une marche de nuit pour s'échapper, il a ordonné à son armée de se reposer et de se regrouper. 2 jours plus tard, le prix de cette décision est arrivé. 18 août 1870. Les villages de Gravelotte et de Saint-Privat, juste à l'ouest de Metz. Moltke a apporté tout ce qu'il avait. Les 1ère et 2e armées prussiennes, plus de 200 000 hommes, se sont déployés sur un front s'étendant sur des kilomètres à travers des crêtes et des vallées. Face à eux, 170 000 soldats français dans de solides positions défensives, derrière des murs de pierre, dans des villages fortifiés sur de longues lignes de crêtes. Ce serait la plus grande bataille de la guerre et l'une des plus sanglantes. La 1ère armée prussienne a attaqué en premier, frappant le flanc sud français près de Gravelotte. L'assaut s'est transformé en un massacre.
Le feu des chassepots français a fauché l'infanterie prussienne en rang. L'artillerie a pilonné les colonnes allemandes alors qu'elles avançaient en montée. Des bataillons entiers ont été déchiquetés en essayant de prendre un seul mur de pierre. Pendant des heures, les Prussiens se sont heurtés aux défenses françaises et n'ont rien accompli, si ce n'est des pertes croissantes. Moltke a déplacé son attention vers le nord, à Saint-Privat, où le flanc droit français était ancré sur un village fortifié. Si les Prussiens pouvaient percer là, ils pourraient enrouler toute la ligne française. Il a engagé le corps de la garde prussienne, l'élite de l'armée prussienne, plus de 20 000 hommes, les troupes les mieux entraînées et les plus disciplinées que l'Allemagne possédait. À 17 heures, la garde a avancé. Ils se sont déplacés en formation de parade, en rang net, les officiers menant de l'avant, les couleurs régimentaires flottant, les fanfares jouant. Cela ressemblait à une revue en temps de paix, pas à un assaut de combat. Les Français, retranchés à Saint-Privat avec des champs de tir dégagés, n'en croyaient pas leurs yeux. À 600 mètres, les fusils français ont ouvert le feu. Les balles des chassepots ont déchiré les rangs qui avançaient. Des hommes sont tombés par dizaines, puis par centaines. Des officiers ont été abattus. Les formations ordonnées ont commencé à se désintégrer. Mais les gardes ont continué d'avancer. À 400 mètres, l'artillerie française s'est jointe. Des obus ont éclaté au milieu de l'infanterie compacte. Des compagnies entières ont disparu dans des explosions de terre et d'éclats d'obus. Les gardes ont atteint 200 mètres du village, puissants. Ils marchaient dans une tempête de feu. Des hommes tombaient si vite que les rangs arrière devaient enjamber des corps pour continuer d'avancer. Et puis l'avancée s'est arrêtée. Même le corps de la garde ne pouvait plus en supporter. Les survivants se sont mis à terre, se mettant à l'abri dans des fossés et derrière de bas murs. Les officiers ont essayé de les rallier pour une autre poussée, mais c'était sans espoir. Les unités avaient été décimées. En moins de 2 heures, la garde prussienne a subi plus de 8000 pertes, l'un des échecs tactiques les plus catastrophiques de toute la guerre. Mais pendant que la garde mourait devant Saint-Privat, les troupes saxonnes de la deuxième armée allemande avaient contourné le flanc nord français. Ils ont frappé les Français de côté, déversant le feu sur des positions qui s'étaient entièrement concentrées sur la garde. La ligne française a flanché. Des unités ont commencé à se replier de Saint-Privat pour éviter l'encerclement. Ce repli a exposé les unités au sud. En moins d'une heure, tout le flanc droit français était en retraite. Bazaine, voyant sa ligne s'effondrer, a donné l'ordre de se retirer dans les fortifications de Metz. À la tombée de la nuit, l'armée française refluait vers la ville. Le retrait était ordonné. Ce n'était pas une déroute, mais c'était une retraite néanmoins. Les Prussiens tenaient le terrain. Leur perte était horrible, plus de 20 000 tués et blessés. Les pertes françaises étaient également sévères, environ 12 000. Mais le résultat stratégique était clair et final. Le 20 août, les forces prussiennes avaient complètement encerclé Metz. L'armée de Bazaine, 173 000 hommes, le cœur professionnel de l'armée française, était maintenant piégée à l'intérieur d'une ville fortifiée avec des approvisionnements limités et aucune issue. Moltke n'avait pas besoin d'assaillir la ville. Il avait juste besoin d'attendre. La famine ferait le reste. À Paris, la nouvelle a provoqué une onde de choc au sein du gouvernement. Sans l'armée de Bazaine, la France n'avait presque plus rien pour arrêter l'avancée allemande. Quelques garnisons dispersées, les restes battus de MacMahon essayant toujours de se regrouper. Des unités de conscrits fraîchement levés, sans entraînement et sans équipement. La guerre était effectivement terminée. Tout le monde le savait. Mais Napoléon III ne pouvait pas se rendre. Pas encore. L'Empire s'effondrerait. La Révolution suivrait. Il avait besoin d'une dernière chance. Un pari désespéré et impossible pour sauver quelque chose de la catastrophe. Il a donc pris la pire décision de sa vie. Il a ordonné à MacMahon de marcher vers le nord-est avec toutes les forces qu'il pourrait rassembler et de tenter de soulager Metz. C'était de la folie. L'armée de MacMahon était brisée en sous-effectif. Les routes grouillaient de forces allemandes. Toute marche vers Metz serait suivie, harcelée et finalement piégée. Mais les ordres étaient les ordres. Le 23 août, MacMahon a commencé à se déplacer vers le nord-est avec environ 120 000 hommes, un mélange de survivants démoralisés de Freischwiller, de conscrits non entraînés et de troupes de dépôt tirées des garnisons. Moltke a regardé l'armée française marcher droit dans son piège et a redéployé ses troupes en conséquence. La troisième armée allemande suivrait MacMahon depuis le sud. Une nouvelle force, l'armée de la Meuse, sous le commandement du prince héritier de Saxe, le bloquerait depuis le nord. Le filet se refermait à nouveau, et cette fois, il n'y aurait pas d'échappatoire. MacMahon savait que la mission était insensée. Il commandait 120 000 hommes, mais les appeler une armée était généreux. Un tiers étaient des survivants de Freischwiller, épuisés, démoralisés,
leurs unités brisées. Un autre tiers était de jeunes conscrits qui étaient en uniforme depuis moins d'un mois et n'avaient jamais tiré un coup de fusil au combat. Le reste était composé de troupes de dépôt, de soldats de garnison, même de marins tirés des forts côtiers et auxquels on avait remis des fusils. Les approvisionnements étaient rares, les munitions limitées, le moral inexistant. Et MacMahon était censé faire marcher cette force sur 150 km vers le nord-est, se frayer un chemin à travers les lignes allemandes et soulager Bazaine à Metz. Il a protesté contre l'ordre. Il a envoyé des télégrammes à Paris expliquant que le plan était un suicide. La réponse est revenue du gouvernement. Marchez. L'Empire en dépend. Le 23 août, l'armée de Châlons a donc commencé à se déplacer vers le nord-est. La marche a été un cauchemar dès le début. La pluie a transformé les routes en rivières de boue. Des chariots se sont enlisés. Des pièces d'artillerie se sont enfoncées jusqu'à leurs essieux et ont dû être dégagées par des hommes épuisés. Les unités ont perdu le contact les unes avec les autres dans la confusion. Les soldats ont marché pendant des heures sans nourriture parce que les chariots de ravitaillement ne pouvaient pas suivre. Pire encore, les Allemands observaient. La cavalerie prussienne suivait les colonnes françaises à distance, traquant chaque mouvement. Moltke recevait des mises à jour régulières sur la position, la direction et la vitesse de MacMahon. La troisième armée allemande s'est repositionnée pour suivre les Français depuis le sud. L'armée de la Meuse s'est déplacée pour les bloquer depuis le nord. MacMahon était mené en troupeau. À la fin du mois d'août, il a réalisé le piège. Les forces allemandes étaient sur les deux flancs et d'autres se déplaçaient en avant pour couper toute approche de Metz. S'il continuait vers le nord-est, il serait encerclé et détruit. S'il retournait à Paris, l'Empire tomberait et on lui reprocherait sa lâcheté. Le 30 août, MacMahon a pris une décision. Il virait vers le nord, vers la frontière belge, marcherait le long de la frontière où les Allemands ne pourraient pas facilement l'encercler, puis virait à l'est et essaierait de passer devant les forces allemandes pour entrer dans Metz. C'était encore un pari risqué, mais c'était mieux que de marcher droit vers l'anéantissement. Il a changé de cap et s'est dirigé vers le nord. Mais les Allemands avaient déjà anticipé le mouvement. Le prince héritier Albert de Saxe, commandant l'armée de la Meuse, a repositionné ses forces pour bloquer la route du nord. Le prince héritier Frédéric Guillaume a fait monter la troisième armée du sud. Les deux forces allemandes convergeaient vers un seul point, une petite ville fortifiée dans une boucle de la Meuse, juste à la frontière belge. Sedan. MacMahon n'a pas choisi Sedan. Il y a été poussé. Le 31 août, les unités avancées françaises ont atteint la ville et l'ont trouvée en grande partie vide. Juste une petite garnison et quelques milices locales. La ville se trouvait dans une cuvette naturelle, entourée sur trois côtés de collines et de crêtes boisées. La Meuse la contournait au nord et la frontière belge se trouvait à quelques kilomètres au-delà. Les officiers de MacMahon l'ont exhorté à continuer d'avancer, à traverser en Belgique si nécessaire, tout sauf s'arrêter ici. Mais l'armée était épuisée. Des hommes s'effondraient sur les routes. Des chevaux mouraient de surmenage. Les unités étaient dispersées sur des kilomètres de campagne. MacMahon a ordonné une halte. L'armée se reposerait à Sedan et aux alentours, se regrouperait pendant la nuit, puis reprendrait la marche à l'aube. Cette nuit-là, les forces allemandes se sont mises en position. Plus de 200 000 soldats se sont rapprochés de Sedan depuis trois directions, est, sud et ouest. Sous le couvert de l'obscurité, des batteries d'artillerie ont été hissées sur les crêtes environnantes. Les équipages ont mis en batterie plus de 400 canons en un cercle autour de la vallée, les pointant sur la ville et les champs en contrebas. Les ingénieurs ont tendu des fils télégraphiques entre les postes de commandement afin que Moltke puisse coordonner toute l'opération en temps réel. Des unités de cavalerie se sont positionnées pour couper toutes les voies de retraite. Des divisions d'infanterie se sont retranchées le long des hauteurs. À minuit, le piège était tendu. À l'intérieur de Sedan, les soldats français ont essayé de se reposer. La plupart n'ont pas pu. Ils pouvaient entendre des mouvements dans les collines, des chevaux, des chariots, le son lointain du métal sur le métal. Des éclaireurs ont signalé des feux de camp sur les crêtes. Les officiers savaient ce qui allait arriver, mais ne savaient pas comment l'arrêter. Napoléon III était avec l'armée. Il avait rejoint MacMahon des semaines plus tôt, désespéré d'être vu avec ses troupes, de partager leurs dangers, de sauver une once d'honneur du désastre. Maintenant, il était piégé avec eux. L'empereur a passé la nuit dans une maison près de la citadelle. Il n'a pas pu dormir. Des douleurs à la vessie le tourmentaient. Les aides lui ont apporté des potions d'opiacés, mais elles n'ont guère aidé. Il était assis sur une chaise, regardant des cartes qui n'avaient plus d'importance, écoutant les bruits d'une armée qui n'avait plus d'option. Il avait voulu mourir au combat, une mort glorieuse digne du nom de Bonaparte, quelque chose dont l'histoire se souviendrait avec respect, peut-être même avec admiration.
Au lieu de cela, il allait être encagé comme un animal et exhibé comme un trophée. À 4 heures du matin, les sentinelles françaises à la lisière et de Sedan ont signalé un mouvement sur les crêtes. Des ombres se déplaçant dans l'obscurité d'avant l'aube, le son métallique des affûts de canon en position. Les officiers ont réveillé leurs hommes. Les soldats ont attrapé leurs fusils et se sont mis en formation en titubant, groggy et confus. Des unités de cavalerie ont scellé leurs chevaux. Des artilleurs ont préparé leurs canons, bien qu'ils ne sachent pas où viser. Le ciel a commencé à s'éclaircir. Une brume froide flottait sur la vallée. À 5 heures du matin, le soleil a percé les collines à l'est et les canons allemands ont ouvert le feu. Les premiers obus sont tombés dans les camps français à l'est de Sedan avant que la plupart des hommes ne soient complètement réveillés. Des explosions ont déchiré des tentes et des bivouacs. Des hommes ont été tués dans leurs sacs de couchage. Des chevaux attachés à des chariots ont été déchiquetés, hurlant et se débattant dans leurs harnais. Des caissons de munitions ont explosé en réaction en chaîne, projetant du feu et des éclats d'obus sur des compagnies entières. En quelques minutes, plus de 400 canons allemands tiraient par salves coordonnées. Le bombardement n'était pas aléatoire. Les officiers d'artillerie prussiens avaient repéré la vallée la nuit précédente et marqué des cibles. Positions d'artillerie française, postes de commandement, dépôts de ravitaillement, concentration de troupes. Des lignes télégraphiques reliaient les batteries de canons aux observateurs avancés sur les crêtes qui pouvaient voir tout le champ de bataille et ajuster le tir en temps réel. Des obus ont plus de 3 côtés. Il n'y avait aucun endroit sûr. L'artillerie française a tenté de riposter, mais ils tiraient en montée sur des ennemis qu'ils ne pouvaient pas voir, tandis que les canons allemands sur les hauteurs pouvaient observer toutes les positions françaises. Une par une, les batteries françaises ont été identifiées, ciblées et détruites. À 6 heures du matin, la plupart des canons français avaient été réduits au silence. L'infanterie n'avait nulle part où aller. Sedan même offrait une certaine protection. Des bâtiments en pierre, des caves, des murs. Mais la ville était petite et déjà surpeuplée. Les champs à l'extérieur étaient ouverts et exposés. Les hommes se sont accroupis dans des fossés, se sont pressés contre des murs, se sont cachés derrière des chariots. Cela n'a pas fait de différence. Les obus les ont trouvés quand même. MacMahon, essayant d'organiser une défense, a été touché par un éclat d'obus à 6h30. La blessure n'était pas mortelle, mais elle l'a mis hors de combat. Le commandement est passé au général Ducrot, qui a immédiatement ordonné une percée vers l'ouest, la seule direction qui n'était pas encore complètement scellée. Des divisions françaises ont commencé à se déplacer, essayant de se frayer un chemin hors de la vallée de la Meuse avant que l'anneau allemand ne se referme complètement. Ils ont foncé droit sur le corps bavarois. L'infanterie bavaroise, positionnée sur les crêtes occidentales, a ouvert le feu sur les colonnes françaises alors qu'elles avançaient en montée. Les troupes françaises ont avancé sous un feu de fusils nourris, subissant des pertes à chaque pas. Certaines unités ont atteint moins de 100 mètres des positions allemandes avant d'être repoussées par des salles coordonnées et des tirs d'artillerie de batteries de flanc. La percée de Ducrot a échoué en moins de 2 heures. À 9 heures du matin, les forces allemandes avaient achevé l'encerclement. Toutes les routes, tous les chemins, toutes les issues de secours possibles étaient bloquées. La Meuse coupait la retraite vers le nord. Les ponts étaient sous le feu de l'artillerie allemande. La frontière belge était à portée de main, à quelques kilomètres seulement. Mais la cavalerie allemande patrouillait les approches. Toute unité française qui tenterait de traverser en Belgique serait abattue avant d'atteindre le territoire neutre. Le remplaçant de MacMahon, le général de Wimpfen, a pris le commandement et a refusé d'accepter la situation. Il a ordonné une autre tentative de percée, cette fois vers le nord-est, en direction du village de Flouin. Si les forces françaises pouvaient s'emparer de Flouin et des hauteurs au-delà, elles pourraient percer un trou dans les lignes allemandes assez grand pour s'échapper vers Metz, ou du moins éviter l'anéantissement complet. Le général Marguerite commandait la division de cavalerie chargée de mener l'attaque. Il a rassemblé ses régiments, des chasseurs d'Afrique, des hussards, certains des meilleurs cavaliers légers que la France possédait, et s'est préparé à charger. À 11 heures, Marguerite a mené ses hommes en avant. Une balle prussienne l'a frappé au visage avant que la charge n'ait parcouru 100 mètres. Il est tombé de sa selle, le sang coulant de sa blessure. Son commandant en second, le général Gallifet, a pris la relève sans s'arrêter. Aussi loin que vous le pouvez, messieurs, aussi loin que vous le pouvez. 800 cavaliers ont éperonné leur monture au galop. Ils ont traversé un terrain découvert en direction de l'infanterie allemande retranchée à Flouin et dans les bois au-delà. Le feu des fusils les a accueillis à 300 mètres. Des salles disciplinées et mesurées de soldats dans des positions préparées. Des chevaux se sont effondrés en plein élan. Des cavaliers ont été projetés en avant et écrasés. Les survivants ont continué. À 100 mètres, le feu s'est intensifié.
L'infanterie allemande se formait en ligne de tir dense et a déchaîné tout ce qu'elle avait. Les premiers rangs de la cavalerie française se sont désintégrés. Des hommes et des chevaux sont tombés en tas enchevêtrés. Quelques-uns, peut-être 50, ont atteint les positions allemandes. Ils se sont écrasés dans des carrés d'infanterie, sabres au clair, essayant de percer. Ils ont été submergés, tirés de leurs chevaux, baïonnettés, abattus à bout portant. Gallifet, toujours en vie d'une manière ou d'une autre, a rallié les survivants et s'est replié. Il s'est regroupé et a chargé encore, et encore. 3 fois il a mené ses hommes en avant, et 3 fois ils ont été brisés. À midi, la cavalerie française avait cessé d'exister en tant que force de combat. La percée à Flouin avait échoué. Il n'y aurait pas d'échappatoire. À l'intérieur de Sedan, la situation était plus que désespérée. Les obus tombaient continuellement. La ville brûlait à une douzaine d'endroits. Les rues étaient encombrées de blessés. Des milliers d'entre eux gisaient sur les pavés, dans les portes, dans les cours. Les services médicaux s'étaient effondrés. Il n'y avait pas assez de médecins, pas assez de bandages, pas assez de morphine. Les hommes gisaient en hurlant ou en silence, attendant une aide qui ne viendrait pas. Les civils se sont blottis dans les caves. Des familles se sont entassées dans des sous-sols pendant que le monde au-dessus d'eux explosait. Certains bâtiments ont été touchés directement et se sont effondrés, enterrant tout le monde à l'intérieur. Napoléon III est sorti de ses quartiers et est monté à cheval. Il portait un simple uniforme de général, sans décoration. Son visage était pâle, ses mouvements lents et raides. Les aides ont essayé de le convaincre de rester à l'intérieur, mais il a refusé. Si ses soldats mouraient, il serait vu parmi eux. Il a traversé les rues en feu de Sedan, des obus éclatants autour de lui. Les soldats ont vu leur empereur et ne savaient pas s'il fallait l'acclamer ou pleurer. Certains ont salué, d'autres ont simplement regardé. Quelques-uns lui ont crié de se rendre et de mettre fin au massacre. Napoléon était venu à Sedan dans l'espoir de mourir. Une balle, un obus, quelque chose de propre et de final qui mettrait fin à l'humiliation et lui donnerait une mort digne de son nom. Mais les obus continuaient de le manquer. Il a chevauché pendant plus d'1 heure à travers le chaos, indemne, tandis que des hommes mouraient autour de lui. Il est devenu clair que la mort ne viendrait pas pour lui. Pas aujourd'hui. À 13 heures, la résistance organisée avait cessé. Des unités françaises se battaient encore. Des soldats tirant depuis des fenêtres, défendant des coins de rue, contestant des décombres. Mais il n'y avait pas de plan, pas de coordination, pas d'espoir. C'étaient juste des hommes qui refusaient d'abandonner tant qu'ils avaient encore des munitions. Le général de Wimpfen a rencontré ses officiers. La situation a été expliquée en termes crus. L'armée était piégée, encerclée, systématiquement détruite par une artillerie à laquelle elle ne pouvait pas répondre. Les munitions commençaient à manquer. Des milliers étaient déjà morts ou blessés. Poursuivre le combat signifiait l'anéantissement. Wimpfen a résisté. On lui avait donné le commandement il y a quelques heures à peine. Se rendre maintenant entacherait son nom pour toujours. Ses officiers lui ont dit que l'alternative était pire. Si les Allemands prenaient la ville d'assaut, le massacre serait total. Les blessés seraient tués. Les civils mourraient dans les tirs croisés. Sedan deviendrait une tombe. À 16 heures, un drapeau blanc a été hissé sur la citadelle. Les canons allemands ont cessé de tirer. Le silence soudain était presque pire que le bruit. Les oreilles des hommes bourdonnaient. La fumée flottait dans les rues. Les seuls ont été les gémissements des blessés et le crépitement des bâtiments en feu. Napoléon III s'assit et écrivit une lettre de sa propre main. « Monsieur mon frère, n'ayant pu mourir au milieu de mes troupes, il ne me reste plus qu'à remettre mon épée entre les mains de votre majesté. Je suis, de votre majesté, le bon frère, Napoléon. » La lettre a été envoyée sous drapeau blanc au roi Guillaume Ier. Bismarck l'a reçue en premier. Il l'a lue, l'a montrée à Guillaume et a immédiatement commencé à rédiger les conditions de la reddition. Il n'y aurait pas de négociation. Toute l'armée française déposerait les armes et se rendrait en tant que prisonniers de guerre. Les officiers pourraient garder leurs épées s'ils donnaient leur parole de ne plus se battre. L'empereur serait placé en détention. Napoléon a demandé une réunion. Pas avec Guillaume, ce serait trop humiliant. Mais avec Bismarck, le lendemain matin, le 2 septembre, Napoléon et Bismarck se sont rencontrés dans une chaumière de tisserand sur la route à l'extérieur de Sedan. C'était une petite structure simple, choisie délibérément. L'empereur de France se rendrait dans la maison d'un paysan. Napoléon est arrivé dans une simple voiture, vêtu de son uniforme. Il avait l'air épuisé, plus vieux que ses 62 ans. Bismarck, dans son uniforme blanc de cuirassier avec la croix de fer à la gorge, l'a accueilli avec une courtoisie froide et formelle. Ils ont parlé brièvement.
Napoléon a demandé des conditions clémentes. Bismarck a refusé. La reddition serait inconditionnelle. Napoléon a demandé s'il pouvait au moins conserver une certaine dignité. Bismarck a dit que la dignité de la France a pris fin lorsqu'elle a déclaré la guerre. La réunion a duré moins d'1 heure. Au cours des 2 jours suivants, 104 000 soldats français ont déposé les armes. Ils ont empilé des fusils en énormes piles, ont détaché leurs ceintures de cartouches, se sont formés en colonne sous la garde allemande et ont commencé la longue marche vers les camps de prisonniers de guerre en Allemagne. Beaucoup pleuraient ouvertement, d'autres marchaient dans un silence stupéfait. Certains ont crié des malédictions à leurs officiers, les blâmant pour le désastre. Napoléon III a été conduit dans des quartiers confortables mais gardé au château de Bellevue, puis transféré en Allemagne et détenu au palais de Wilhelmshöhe, près de Cassel. Il y restera prisonnier et ancien empereur pendant que la France se déchira, parce que la guerre n'était pas finie. Le 4 septembre, la nouvelle de ce dont est parvenue à Paris, et la ville a explosé. Le télégramme est arrivé à Paris à 11 heures du matin le 4 septembre 1870. L'empereur capturé, l'armée rendue, plus de 100 000 prisonniers. Pendant un instant, la ville a semblé se figer. Puis elle a éclaté. Des foules se sont déversées dans les rues. Des milliers ont convergé vers la place de la Concorde, le palais des Tuileries, l'Assemblée législative. Ils ne célébraient pas. Ils étaient enragés. Déchéance. Déchéance. Le Second Empire avait promis la gloire et avait livré la catastrophe. En 6 semaines, la France avait perdu toutes les grandes batailles, rendu 2 armées et vu son empereur fait prisonnier comme un simple soldat. La dynastie Bonaparte, bâtie sur la victoire militaire, avait été détruite par l'humiliation militaire. En début d'après-midi, l'Assemblée législative était encerclée. Des foules ont bousculé les gardes et ont rempli les galeries. Les députés ont essayé de maintenir l'ordre, mais c'était inutile. La session s'est dissoute dans le chaos. À 15 heures, un groupe de députés républicains est sorti de l'Assemblée et a marché jusqu'à l'Hôtel de Ville, le siège historique du gouvernement révolutionnaire parisien. Des foules ont suivi, scandant pour une république. Du balcon de l'Hôtel de Ville, le député Léon Gambetta a proclamé la fin du Second Empire et l'établissement d'un gouvernement de défense nationale. L'Empire a été aboli. La France était à nouveau une république. La foule a rugi d'approbation. Le général Louis-Jules Trochu a été nommé gouverneur militaire de Paris. Gambetta est devenu ministre de l'Intérieur. D'autres républicains modérés ont rempli le cabinet. Ils ont fait des promesses immédiates. La France continuerait la guerre. La nation se battrait. Non pas pour Napoléon, non pas pour l'Empire, mais pour la République, pour la France elle-même, pour la survie. Nous ne céderons pas un pouce de notre territoire, ni une pierre de nos forteresses. C'était une rhétorique entraînante. Cela ne signifiait absolument rien. L'armée professionnelle française avait été détruite. Les 173 000 hommes de Bazaine étaient toujours piégés à Metz, sans issue et avec des approvisionnements qui diminuaient. La force de MacMahon s'était rendue à Sedan. Ce qui restait, c'étaient des garnisons dispersées, des conscrits non entraînés et des unités de milices avec plus d'enthousiasme que de munitions. Le gouvernement de défense nationale n'avait pas d'armée, pas de plan et aucune chance réaliste de victoire. Mais la capitulation était politiquement impossible. Si le nouveau gouvernement républicain demandait la paix immédiatement, il serait perçu comme faible, traître, complice des échecs de l'Empire. Le régime s'effondrait avant même d'avoir commencé. Ils se sont donc engagés à mener une guerre qu'ils avaient déjà perdue. Gambetta, énergique et farouchement patriote, a pris en charge l'organisation de la résistance dans les provinces. Le 7 octobre, il a échappé à l'encerclement de Paris en montgolfière, dérivant au-dessus des lignes allemandes dans une nacelle en osier, atterrissant à la campagne, et a immédiatement commencé le travail de lever de nouvelles armées. Des conscrits ont été mobilisés par dizaines de milliers. Des dépôts ont été vidés. Des usines ont reçu l'ordre de produire des fusils, des munitions, des uniformes. Des volontaires se sont enrôlés par milliers, poussés par le patriotisme, le désespoir ou les deux. Ces forces provinciales, déguenillées, mal entraînées, souvent dirigées par des officiers sans expérience de combat, allaient lancer des attaques sur les lignes de ravitaillement allemandes, remporter des escarmouches mineures, même reprendre brièvement la ville d'Orléans. Elles se sont battues avec courage et détermination, mais elles n'ont pas pu percer jusqu'à Paris, et elles n'ont pas pu arrêter ce qui allait arriver. À Metz, la situation de Bazaine était devenue intenable. La ville était assiégée. Les forces prussiennes l'entouraient complètement, coupant toutes les voies de ravitaillement. La nourriture se raréfiait. Les chevaux étaient abattus pour la viande. Les soldats étaient à demi-ration, puis à un quart de ration.
La maladie se propageait dans les conditions de surpeuplement. Bazaine n'a fait aucune tentative sérieuse de percer. Il a négocié par intermittence avec les Allemands, gardant l'espoir d'un règlement politique. Ses officiers sont devenus frustrés, puis en colère. Les soldats ont commencé à murmurer sur la trahison. Le 27 octobre 1870, Bazaine s'est rendu. 173 000 soldats français, la plus grande force intacte qu'il restait à la France, ont déposé les armes et ont marché en captivité. La reddition a été effectuée dans des conditions que beaucoup considéraient comme suspectes de générosité envers Bazaine personnellement. Des accusations de trahison l'ont suivi pour le reste de sa vie. Il sera finalement traduit en cour martiale, condamné et emprisonné. Mais le mal était fait. La France avait maintenant perdu ses deux principales armées de campagne. Moltke était libre de redéployer ses forces et il ne restait plus qu'une seule cible qui comptait, Paris. À la mi-septembre, les armées allemandes avaient commencé à se rapprocher de la capitale française. Les fortifications extérieures de la ville, un anneau de murs et de forts détachés construits dans les années 1840, avaient été renforcés à la hâte. Des tranchées ont été creusées. De l'artillerie a été positionnée. Des provisions ont été stockées. Plus de 400 000 hommes ont été mobilisés pour défendre la ville, mais la plupart étaient de la garde nationale, une milice avec une formation minimale, armée de fusils obsolètes, dirigée par des officiers élus qui n'avaient aucune expérience militaire. Ils étaient enthousiastes, patriotes et totalement non préparés à ce qu'ils allaient affronter. La population de la ville a atteint près de 2 millions d'habitants alors que les réfugiés affluaient de la campagne environnante. Le bétail a été conduit à travers les portes, des bovins, des moutons, des porcs pour compléter les réserves de nourriture. Les entrepôts ont été remplis de farine, de viande salée et de conserves. Le gouvernement de défense nationale s'est engagé à tenir la ville à tout prix. Paris ne se rendrait jamais. Le peuple mourrait de faim avant de capituler. Cet engagement serait mis à l'épreuve plus tôt que quiconque ne s'y attendait. Le 19 septembre 1870, les armées allemandes ont achevé leur encerclement. Paris était coupé du monde extérieur. Aucun approvisionnement n'entrerait. Aucun renfort n'arriverait. Aucune communication, sauf par ballon ou pigeons voyageurs. 2 millions de personnes étaient enfermées dans une ville aux ressources limitées, face à un ennemi qui n'avait pas besoin d'attaquer. Moltke a déployé ses forces en un cordon lâche autour de la ville et leur a ordonné d'attendre. L'artillerie allemande a bombardé périodiquement les forces extérieures, testant les défenses. Des sorties françaises, des tentatives désespérées de percer les lignes allemandes ont été lancées et repoussées avec régularité. Mais les Allemands n'ont pas pris d'assaut les murs. Ils n'en avaient pas besoin. Le temps était de leur côté. À l'intérieur de Paris, l'ambiance était d'abord défiante. Des affiches proclamaient que la ville ne céderait jamais. Les journaux publiaient des histoires de victoires françaises passées, invoquant l'esprit de la Révolution, appelant les citoyens à résister comme leurs grands-pères avaient résisté aux tyrans d'Europe. Mais alors que septembre se transformait en octobre, la réalité a commencé à s'imposer. Les prix des denrées alimentaires ont augmenté. Le pain a été rationné. La viande est devenue rare. Le bétail qui avait été conduit dans la ville a été abattu. Et en quelques semaines, les réserves ont été épuisées. En novembre, les Parisiens mangeaient de la viande de cheval, puis des chiens, puis des chats, puis des rats. L'hiver de 1870 à 1871 a été froid et le combustible s'est épuisé. Les arbres des parcs ont été abattus pour le bois de chauffage. Les gens ont brûlé des meubles, des livres, tout ce qui pouvait les garder au chaud. Et les Allemands ont juste attendu. Le siège s'est resserré. La ville a eu faim. Et le temps s'est écoulé vers une conclusion que tout le monde pouvait voir venir, mais que personne ne voulait admettre. Paris était en train de mourir. Et quand elle tomberait, la guerre serait terminée. Octobre est devenu novembre. Novembre est devenu décembre. Les réserves de nourriture de la ville n'étaient pas seulement en baisse. Elles disparaissaient. Fin octobre, les bouchers vendaient de la viande de cheval à des prix exorbitants. Les familles qui n'avaient jamais envisagé de manger du cheval faisaient maintenant la queue pour en avoir. En 2 semaines, les chevaux ont disparu. Non seulement ceux amenés pour la nourriture, mais les chevaux de trait, les montures de cavalerie, même les chevaux qui tiraient les omnibus dans les rues, tous abattus. Puis les chiens et les chats ont disparu. Les propriétaires d'animaux qui avaient d'abord résisté ont cédé lorsque leurs enfants ont pleuré de faim. Les animaux errants ont été attrapés et vendus. Les chats ont disparu des ruelles. Les chiens ont cessé d'aboyer dans les cours. En décembre, les chasseurs de rats faisaient des affaires lucratives. Les rats se vendaient à francs-pièce sur les marchés. Les vendeurs ne se donnaient même pas la peine de cacher ce qu'ils étaient. Les gens les achetaient, les dépouillaient, les cuisinaient et appelaient ça de la viande. Le zoo de Paris est devenu une boucherie.
Fin novembre, les animaux exotiques ont été abattus. 2 éléphants nommés Castor et Pollux ont été tués et dépecés. Leur viande a été vendue dans des restaurants haut de gamme pour 40 francs la livre. Zèbres, chameaux, kangourous, tous sont passés sous le couteau. Seuls les lions, les singes et les animaux dangereux ont été épargnés. Et seulement parce que les tuer était trop risqué. La ration de pain est tombée à 300 grammes par personne et par jour, puis 250, puis moins. Le pain lui-même est devenu immangeable, un mélange de blé, de sciure de bois et de tout ce que les boulangers pouvaient trouver. Il avait le goût de la pâte et pesait sur l'estomac comme une pierre. Les gens maigrissaient. Les enfants ont cessé de jouer dans les rues. Les personnes âgées ont commencé à mourir tranquillement dans leurs appartements, de faim, de froid, de maladies qui se propageaient dans les conditions insalubres. La variole a balayé les quartiers surpeuplés, puis la typhoïde, puis la dysenterie. Les taux de mortalité ont augmenté chaque semaine. Les cercueils sont devenus rares. Les corps ont été enterrés dans des fosses communes à l'extérieur des murs de la ville. Et à travers tout cela, les canons allemands tiraient par intermittence sur les forts extérieures, un rappel constant que l'ennemi était toujours là, toujours en attente. Le gouvernement de défense nationale a lancé des sorties, des tentatives de briser l'encerclement par la force. Le 21 octobre, les forces françaises ont attaqué les positions allemandes au sud de la ville, près de Châtillon. Des milliers de gardes nationaux ont avancé sous le feu de couverture des forts. Ils se sont battus pendant des heures, ont subi de lourdes pertes et n'ont rien accompli. Les Allemands ont tenu leur position. Les Français se sont repliés. Le 30 novembre, une autre sortie massive a été lancée à l'est. Plus de 80 000 hommes ont attaqué les lignes allemandes par un temps glacial. L'assaut a été chaotique. Les unités ont perdu le contact les unes avec les autres. Le soutien d'artillerie n'a pas pu se matérialiser. La garde nationale s'est battue courageusement, mais manquait de l'entraînement et de la discipline nécessaires pour soutenir une attaque organisée contre des soldats professionnels retranchés. À la tombée de la nuit, les Français avaient subi plus de 12 000 pertes. Les lignes allemandes n'avaient pas bougé. Le 21 décembre, une troisième tentative a été faite à l'ouest. Elle a échoué tout aussi complètement. Chaque sortie s'est terminée de la même manière. Des hommes courageux mourant pour rien, l'anneau allemand intact et l'espoir de la ville s'amenuisant un peu plus. La communication avec le monde extérieur était limitée aux ballons et aux pigeons. À partir de septembre, les Français ont lancé des montgolfières au-dessus des lignes allemandes. 66 ballons ont été envoyés au cours du siège, transportant du courrier, des passagers et des ordres aux forces provinciales. Certains ont réussi, d'autres sont tombés entre les mains des Allemands. Tous ont été perdus à la campagne. Léon Gambetta s'était échappé en ballon en octobre. De sa base à Tours, il a travaillé frénétiquement pour lever des armées provinciales et coordonner les efforts de secours. Il a envoyé des messagers, a donné des ordres, a essayé d'organiser des attaques sur les lignes de ravitaillement allemandes. Mais les armées provinciales n'ont pas pu percer. Elles ont remporté des escarmouches. Elles ont repris brièvement Orléans début novembre pour la perdre de nouveau quelques jours plus tard. Elles ont harcelé des détachements allemands, perturbé des chemins de fer et immobilisé certaines unités allemandes. Mais elles n'ont pas pu atteindre Paris, et les Allemands le savaient. Moltke a maintenu juste assez de forces en place pour contenir les menaces provinciales tout en maintenant le siège. À l'intérieur de Paris, les tensions politiques ont éclaté. Les factions radicales, socialistes, révolutionnaires, républicains purs et durs, ont exigé que le gouvernement arme entièrement le peuple et lance un soulèvement de masse. Ils ont accusé Trochu et les modérés de défaitisme, de planifier la capitulation, de trahir la République. Le 31 octobre, des radicaux ont brièvement pris l'hôtel de ville et ont tenté un coup d'État. Il a échoué, mais il a révélé à quel point l'autorité du gouvernement était devenue fragile. Trochu, de plus en plus isolé et épuisé, croyait en privé que la situation était désespérée. Mais publiquement, il continuait de promettre la victoire, continuait d'ordonner des sorties, continuait d'insister sur le fait que des secours arrivaient. Aucun secours n'arrivait. Début janvier 1871, Paris était au bord de l'effondrement. La ration de pain était tombée en dessous de 200 grammes. Le combustible était presque épuisé. Les gens se blottissaient dans des appartements non chauffés, enveloppés dans tous les vêtements qu'ils possédaient. Le nombre de morts par famine et maladie dépassait 3000 par semaine. Le moral s'était effondré. Des soldats désertaient leur poste. Des unités de la garde nationale refusaient les ordres. Des foules se rassemblaient dans les rues, non pas pour protester, mais simplement parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Le gouvernement savait qu'il ne pouvait pas tenir beaucoup plus longtemps. Des jours, peut-être 2 semaines au plus. Et puis les Allemands ont fait leur dernier mouvement.
Le 5 janvier 1871, l'artillerie prussienne a commencé à bombarder Paris même. Non pas les forts, non pas les positions défensives, mais la ville. Des canons de siège à longue portée ont été avancés et positionnés sur les hauteurs au sud de Paris. C'étaient des armes massives, tirant des obus pesant plus de 113 kg, capables d'atteindre profondément la ville. Le bombardement a commencé la nuit. Des obus sont tombés sur des quartiers résidentiels, des arrondissements du sud. Des bâtiments se sont effondrés. Des familles ont été tuées dans leurs maisons. Un obus a touché un hôpital, tuant des patients dans leur lit. Un autre a détruit une école. Le bombardement n'était pas conçu pour conquérir Paris. Il était conçu pour le briser. Pendant 3 semaines, des obus sont tombés au hasard sur la ville. Il n'y avait pas de schéma, pas d'avertissement. Une rue pouvait être sur un instant et anéantie le suivant. Les gens ont cessé de sortir. Ceux qui devaient se déplacer dans les rues le faisaient en courant, terrifiés. L'effet psychologique a été dévastateur. Ce n'étaient pas des soldats qui mouraient sur un champ de bataille. C'étaient des civils, des femmes, des enfants, des personnes âgées qui étaient tuées dans leur quartier, sans autre raison que de faire capituler la ville. À la mi-janvier, des émeutes de la faim ont éclaté. Des foules ont attaqué des boulangeries, exigeant de la nourriture qui n'existait pas. Des troupes ont été appelées pour établir l'ordre, mais les troupes mouraient de faim aussi. Le 22 janvier, des radicaux ont lancé une autre insurrection, ciblant cette fois l'hôtel de ville avec des foules armées. Les forces gouvernementales ont tiré sur la foule. Des dizaines ont été tuées. L'insurrection s'est effondrée, mais elle a prouvé que la ville se dévorait elle-même. Trochu a rencontré son cabinet le 26 janvier. La situation militaire a été expliquée en termes crus. L'armée n'avait plus la capacité de mener une action offensive. La garde nationale était démoralisée et peu fiable. Les réserves de nourriture seraient épuisées en quelques jours. La maladie était endémique. Le nombre de morts civiles augmentait. Poursuivre la résistance signifiait une famine de masse et la destruction possible de la ville. Trochu a demandé des options. Il n'y en avait aucune. Le 28 janvier 1871, le gouvernement de défense nationale a autorisé des négociations en vue d'un armistice. Une délégation a été envoyée sous drapeau blanc au quartier général allemand à Versailles. Bismarck a dicté les conditions. Paris se rendrait. Les forts françaises déposeraient les armes. Les forts de la ville seraient remis sous contrôle allemand. Un armistice serait signé, menant à un traité de paix formel. La France n'avait aucun levier. La délégation a accepté. Le 29 janvier, les canons se sont tus. Le 1er mars, les troupes allemandes sont entrées dans Paris. C'était une occupation symbolique et limitée. 30 000 soldats sont entrés dans la ville, ont descendu les Champs-Élysées, sont passés par l'Arc de Triomphe, puis se sont retirés après une seule journée. Mais le message était clair et sans équivoque. Paris, la ville invincible, le cœur de la République française, avait été brisé. Le siège avait duré 132 jours. Le nombre de morts civiles par famine et maladie s'élevait à plus de 30 000. Les pertes militaires dues aux sorties ratées dépassaient 50 000. Et l'humiliation n'était pas terminée, car pendant que Paris mourait de faim, Bismarck préparait une cérémonie. À 18 km au sud-ouest de la capitale, dans le château de Versailles, le plus grand symbole du pouvoir royal français. Quelque chose d'inédit allait avoir lieu. Le couronnement d'un empereur allemand sur le sol français, dans la galerie des glaces. Versailles n'était plus une résidence royale depuis la Révolution. Pendant près de 80 ans, le château était resté en grande partie vide, un monument à une monarchie morte, ouvert occasionnellement pour des réceptions d'État, mais n'étant plus le cœur battant du pouvoir français. Ses salles étaient silencieuses. Ses jardins étaient entretenus mais rarement parcourus. En septembre 1870, lorsque les armées allemandes ont encerclé Paris, le haut commandement prussien a établi son quartier général à 18 km au sud-ouest, à Versailles. C'était un choix pratique, assez proche pour coordonner le siège, assez loin pour éviter l'artillerie française, avec assez d'espace pour loger l'état-major, les officiers et les unités de soutien. Mais c'était aussi un choix symbolique. Versailles avait été construit par Louis XIV, le roi Soleil, comme l'expression ultime de la domination française en Europe. Chaque pièce, chaque statue, chaque surface devait déclarer que la France était le centre du monde et que toutes les autres nations gravitaient autour d'elle. Maintenant, il était rempli de bottes prussiennes et de voix allemandes. Bismarck a immédiatement vu l'opportunité. La guerre avait accompli exactement ce qu'il avait prévu. Les États du sud de l'Allemagne, la Bavière, le Bade, le Wurtemberg s'étaient battus aux côtés de la Prusse contre la France. Ils avaient saigné ensemble, gagné ensemble, et maintenant ils étaient prêts à franchir la dernière étape,
l'unification politique sous la direction prussienne. En novembre et décembre, alors que Paris mourait de faim, Bismarck a négocié avec les rois et les princes du Sud. Il y a eu des objections, des hésitations, des demandes d'autonomie. Bismarck a promis des concessions, a offert des titres, a conclu des accords. Début janvier, les accords étaient en place. Un empire allemand unifié serait proclamé et le roi Guillaume de Prusse en deviendrait l'empereur. La cérémonie aurait pu avoir lieu à Berlin, à Francfort, dans n'importe quelle ville allemande. Mais Bismarck la voulait ici, à Versailles, dans la Galerie des Glaces. Il voulait que la France voie son propre palais devenir le berceau du pouvoir allemand. La Galerie des Glaces était la pièce la plus magnifique d'Europe. Elle s'étendait sur 73 mètres de long, bordée d'un côté de 17 fenêtres cintrées donnant sur les jardins, et de l'autre de 17 miroirs correspondants qui reflétaient la lumière et donnaient l'impression que l'espace était infini. Le plafond était couvert de fresques peintes représentant les victoires militaires de Louis XIV. Des lustres pendaient à des luminaires dorés. Le sol était en marbre poli. Les rois de France avaient reçu des ambassadeurs ici, signé des traités ici, célébré des victoires ici. Elle était conçue pour intimider quiconque y entrait, une manifestation physique de la suprématie française. Maintenant, en janvier 1871, elle était préparée pour un couronnement allemand. Des bannières régimentaires de toute l'Allemagne étaient accrochées le long des murs. Bleu et blanc prussien, bleu clair et blanc bavarois, vert et blanc saxon, rouge et jaune de Bade. Des centaines d'officiers de tous les États allemands y assisteraient en grande tenue. Guillaume Ier était profondément mal à l'aise avec toute l'affaire. Le roi de 73 ans avait passé sa vie en tant que roi de Prusse et s'en contentait. Il se voyait comme un monarque prussien, pas comme un empereur allemand. Il craignait que prendre le titre d'empereur ne diminue la souveraineté prussienne, que cela ne le rende subordonné à une Allemagne abstraite plutôt que maître de son propre royaume. Il s'est disputé à plusieurs reprises avec Bismarck. Il voulait être appelé empereur d'Allemagne, impliquant une souveraineté sur la nation. Bismarck a insisté sur empereur allemand, un titre plus neutre qui n'offenserait pas les rois du Sud. La discussion s'est poursuivie jusqu'à quelques jours avant la cérémonie. Finalement, Guillaume a cédé. Bismarck gagnait toujours. 18 janvier 1871. 13 heures. La Galerie des Glaces est remplie d'officiers. Plus de 600 hommes en grande tenue se tenaient en rang des deux côtés de la salle. Généraux, colonels, officiers d'état-major, représentants de tous les corps, de toutes les divisions qui avaient combattu dans la guerre. La salle bourdonnait de voix, du bruissement des tissus, du cliquetis des sabres et des médailles. Au fond de la salle, une estrade temporaire avait été érigée. Guillaume se tenait là, flanqué de son fils, le prince héritier Frédéric Guillaume, et de son gendre, le grand-duc Frédéric de Bade. Derrière se tenaient les commandants Moltke, Roon et les autres architectes de la victoire. Bismarck, dans son uniforme blanc de cuirassier, avec la croix de fer à la gorge, s'avança. La salle se tut. Il tenait un document à la main, la proclamation de l'Empire allemand. Il lut d'une voix claire et forte. La proclamation déclarait la restauration de l'Empire allemand, dissous depuis 1806 lorsque Napoléon Bonaparte avait détruit le Saint-Empire romain germanique. Elle nommait Guillaume Ier comme Kaiser, empereur. Elle décrivait la structure du nouvel État, les rôles des princes fédéraux, l'unité du peuple allemand. C'était un langage sec et bureaucratique, mais tout le monde dans la salle comprenait ce que cela signifiait. L'Allemagne, divisée pendant des siècles en des dizaines d'États concurrents, était maintenant unifiée, et elle avait été forgée dans les feux de la guerre contre la France. Quand Bismarck a fini de lire, le grand-duc Frédéric de Bade a levé la main. Longue vie à Sa Majesté impériale et royale, l'empereur Guillaume. La salle a éclaté. Les épées ont été tirées et levées. Les casques ont été levés en l'air. Les officiers ont crié à l'unisson « Hoche, 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 vive !» Le son s'est répercuté dans la salle, dans le palais, dans l'air froid de janvier. Guillaume se tenait raide, son visage montrant peu d'émotion. Il a légèrement hoché la tête, reconnaissant les acclamations, mais ceux qui étaient proches de lui pouvaient voir qu'il n'était pas content. Il se plaindra plus tard en privé que le titre ressemblait à une diminution, qu'il était devenu empereur le jour le plus triste de sa vie. Mais c'était fait. L'Empire allemand était né. Non pas dans une ville allemande, non pas sur le sol allemand, mais au cœur du palais royal le plus sacré de France. C'était une insulte calculée, et tout le monde le savait. La cérémonie a duré moins d'1 heure. Ensuite, les officiers sont sortis dans les jardins où du champagne et de la nourriture avaient été préparés. Des toasts ont été portés, des fanfares ont joué. L'ambiance était festive mais contenue.
Des soldats professionnels marquant un travail accompli, pas une foule célébrant une conquête. Bismarck se tenait à l'écart, fumant un cigare, observant la scène avec satisfaction. Il avait passé une décennie à travailler pour ce moment. Il avait manipulé la France pour qu'elle déclare la guerre, avait unifié les États allemands par une victoire partagée, et avait couronné un empereur allemand dans le palais de Louis XIV. C'était un chef-d'œuvre de théâtre politique. Mais il comprenait aussi ce qu'il avait créé, un ennemi permanent. La France ne pardonnerait jamais cela. La perte de l'Alsace-Lorraine, la capture de Napoléon III, le siège de Paris, c'étaient des défaites militaires. Elles faisaient mal, mais les nations se remettent des défaites militaires. C'était différent. C'était une humiliation intégrée dans la pierre et la cérémonie. C'était une blessure qui allait s'infecter. 48 ans plus tard, la prédiction de Bismarck se réalisera. Les soldats français et allemands s'entretueront par millions dans des tranchées s'étendant de la Suisse à la mer. Et quand cette guerre prendra fin, la France exigera sa revanche dans cette même pièce. Mais en janvier 1871, cet avenir était inimaginable. Pour l'instant, l'Allemagne avait gagné, la France avait perdu, et la carte de l'Europe avait été redessinée. Il ne restait plus que le traité. Le 10 mai 1871, le traité de Francfort a été signé. La France a cédé l'Alsace et la majeure partie de la Lorraine à l'Allemagne. Plus de 13 000 km² de territoire, y compris les villes de Strasbourg et de Metz. La population de ces provinces, plus de 1,5 million de personnes, est devenue du jour au lendemain des sujets allemands. La plupart se considéraient comme français. Ils n'ont pas eu leur mot à dire. La France a également été tenue de payer une indemnité de 5 milliards de francs, une somme énorme, équivalente à environ 20% du revenu national annuel de la France. Le paiement devait être effectué par versement sur 3 ans. Jusqu'à ce que la dette soit entièrement payée, les troupes allemandes occuperaient des parties du nord-est de la France. Le traité a été signé sous protestation. La France n'avait pas le choix. L'alternative était une reprise de la guerre, et la France n'avait plus d'armée pour la mener. La guerre était finie. La France avait perdu 150 000 soldats tués, ainsi que des dizaines de milliers de civils. La maladie, la famine et l'exposition avaient fait d'innombrables autres victimes. L'armée professionnelle avait été détruite. 2 provinces avaient disparu. Le trésor était en faillite. La nation était divisée et amère. L'Allemagne était devenue la puissance dominante sur le continent. Elle possédait la plus grande armée d'Europe, un gouvernement unifié et les ressources industrielles de l'Alsace-Lorraine ajoutées aux siennes. Bismarck allait dominer la diplomatie européenne pendant les 2 décennies suivantes. Mais le coût humain de la victoire était stupéfiant des 2 côtés, et les conséquences de cette victoire allaient définir les 75 prochaines années. La guerre avec l'Allemagne était finie. La guerre au sein de la France ne faisait que commencer. En mars 1871, Paris avait traversé l'enfer. 4 mois de siège, de famine, de bombardements et d'humiliations. La ville s'était rendue. Les troupes allemandes avaient défilé sous l'Arc de Triomphe. L'Empire était tombé. Un traité de paix dur avait été signé. Et maintenant, le gouvernement national, dominé par des monarchistes conservateurs élus en février, était basé à Versailles, pas à Paris. Les Parisiens ont vu cela comme une trahison. Ils avaient eu faim pendant que les provinces avaient de la nourriture. Ils s'étaient battus pendant que le gouvernement négociait. Ils avaient perdu des fils et des pères en défendant la République. Et maintenant, des hommes qui s'étaient opposés à la République dirigeaient le pays. Pire encore, le gouvernement a pris une série de décisions catastrophiques. Début mars, l'Assemblée nationale a voté la fin du moratoire sur les dettes et les loyers. Des milliers de Parisiens qui avaient survécu au siège à crédit étaient maintenant confrontés à une ruine financière immédiate. De petites entreprises ont fait faillite du jour au lendemain. Des familles ont été expulsées. Puis le gouvernement a coupé la solde de la garde nationale. La milice qui avait défendu Paris et qui était maintenant la seule source de revenus pour des dizaines de milliers d'hommes. Puis, le 18 mars, le gouvernement a envoyé des troupes à Paris pour saisir des canons que la garde nationale avait achetés avec des dons publics pendant le siège. C'était mettre le feu aux poudres. Des unités de la garde nationale des quartiers populaires de Montmartre et de Belleville ont refusé de rendre les canons. Des foules se sont rassemblées. Les troupes gouvernementales, épuisées et peu disposées à tirer sur des compatriotes français, ont fraternisé avec la milice au lieu de les combattre. 2 généraux, Lecomte et Thomas, ont été saisis par la foule, traînés dans une cour et fusillés. À la tombée de la nuit, le gouvernement avait perdu le contrôle de Paris. Le 28 mars 1871, la Commune de Paris a été proclamée. C'était un gouvernement révolutionnaire radical, socialiste, anticlérical, dominé par des ouvriers, des intellectuels et des républicains purs et durs.
La commune a déclaré que Paris se gouvernerait elle-même. Elle a rejeté l'autorité du gouvernement national. Elle a juré de poursuivre la lutte pour une véritable république. Pendant 2 mois, Paris est devenu une expérience de gouvernance révolutionnaire. La commune a séparé l'Église et l'État, a aboli le travail de nuit dans les boulangeries, a créé des coopératives ouvrières, a déclaré que les ateliers abandonnés pouvaient être repris par les employés. C'était chaotique, idéaliste et complètement irréalisable à long terme. Mais cela a terrifié le gouvernement conservateur de Versailles et les élites européennes qui observaient de l'étranger. Ce n'était pas seulement une opposition politique. C'était le Paris de 1789 et 1793 qui ressuscitait. Le fantôme de la guillotine, le spectre du règne de la populace, la révolution se dévorant elle-même. Le gouvernement a décidé de l'écraser. En avril, les forces gouvernementales sous le commandement du maréchal MacMahon, le même MacMahon vaincu à Freshwiller, ont commencé à se rassembler à l'extérieur de Paris. Des troupes ont été ramenées des zones occupées par les Allemands. De l'artillerie a été positionnée. Des plans ont été élaborés pour un assaut complet sur la capitale. La commune a préparé ses défenses. Des barricades ont été érigées dans toute la ville, des centaines d'entre elles construites avec des pavés, des chariots renversés, des sacs de sable, des meubles. Des unités de la garde nationale ont pris position. Certaines femmes ont formé leur propre bataillon. La commune a déclaré qu'elle se battrait jusqu'à la mort. Le 21 mai, les troupes gouvernementales sont entrées dans Paris par une porte non défendue. Ce qui a suivi a été une semaine de guerre urbaine, plus brutale que tout ce que le siège avait produit. Les forces gouvernementales se sont battues rue par rue, bloc par bloc, barricade par barricade. L'artillerie a percé des trous dans les bâtiments. L'infanterie a pris d'assaut les décombres. Quiconque était surpris avec une arme était abattu sur le champ. Beaucoup de ceux qui n'étaient pas armés ont été abattus quand même, accusés d'être des communards en fonction de leur apparence ou de leur quartier. Les communards se sont battus avec une férocité désespérée. Ils ont mis le feu pour ralentir l'avancée du gouvernement. Des bâtiments, des entrepôts, même des monuments publics. Le palais des Tuileries, résidence de Napoléon III, a été incendié. L'hôtel de ville a été incendié. Les flammes ont consumé des pâtés de maisons entiers. Les communards ont également exécuté des otages, des prêtres, des policiers, des opposants politiques. L'archevêque de Paris, Georges d'Arbois, a été abattu avec des dizaines d'autres. Mais les représailles du gouvernement ont été pires, et de loin. Au fur et à mesure de l'avancée des troupes gouvernementales, elles ont abattu des prisonniers sans procès. Des hommes, des femmes et des adolescents ont été alignés contre des murs et exécutés par un peloton d'exécution. Les corps ont été laissés dans les rues comme des avertissements. Les combats les plus sanglants ont eu lieu dans les quartiers de l'Est, Belleville, Ménilmontant, où les communards de la classe ouvrière ont fait leur dernière résistance. Le 28 mai, la dernière barricade est tombée. La semaine est devenue connue sous le nom de la Semaine sanglante. Les estimations du nombre de morts varient énormément, mais la plupart des historiens placent le nombre de morts communards entre 10 000 et 20 000. Des milliers d'autres ont été arrêtés, jugés par des tribunaux militaires et soit exécutés, soit déportés vers des colonies pénales en Nouvelle-Calédonie. Les forces gouvernementales ont perdu environ 1000 hommes. Ce n'était pas une bataille. C'était un massacre. La Commune de Paris a traumatisé la France pendant une génération. Les socialistes et les républicains l'ont vu comme un martyr, la preuve que la classe dirigeante assassinerait les travailleurs plutôt que de permettre une réforme. Les conservateurs y ont vu la justification de leurs craintes, la preuve que la révolution menait au chaos et à l'effusion de sang. Le fossé s'est creusé. La confiance entre les classes s'est évaporée. La France, déjà humiliée par l'Allemagne, a ajouté la guerre civile à sa liste de blessures. Et les chiffres ne rendent pas compte des tragédies individuelles. Le conscrit de Bretagne qui a survécu à Gravelotte a survécu au siège de Paris et a été fusillé contre un mur à Belleville pour avoir porté un fusil. La mère qui a vu son fils exécuté, puis est morte elle-même 3 jours plus tard lorsque l'artillerie gouvernementale a bombardé son immeuble. L'officier d'artillerie allemand qui avait tiré sur Sedan et Freshwiller, qui est rentré en Prusse en croyant que la guerre était finie, ignorant que son petit-fils mourait à Verdun en 1916 en combattant le même ennemi. La jeune Parisienne qui a survécu au siège en mangeant des rats, qui a perdu son père de faim et son frère à la Commune, qui a grandi en haïssant le gouvernement, les Allemands, tout ce que la guerre avait fait à sa ville. Ce sont les coups qui n'apparaissent pas dans les traités ou les manuels scolaires. Mais la plus grande blessure, celle qui ne guérirait pas, était l'Alsace-Lorraine. Les 2 provinces annexées par l'Allemagne n'étaient pas des terres vides. Elles abritaient plus de 1,5 million de personnes. La plupart parlaient français ou un dialecte franco-allemand. La plupart se considéraient comme français.
Leur ville, Strasbourg, Metz, était culturellement et économiquement française. Du jour au lendemain, ils sont devenus allemands. Les habitants ont eu le choix. Accepter la citoyenneté allemande ou partir. Des dizaines de milliers sont partis, abandonnant maisons, entreprises et terres plutôt que de vivre sous la domination allemande. Ceux qui sont restés se sont retrouvés citoyens de seconde zone dans leur propre pays, gouvernés par des Allemands, enseignés dans des écoles allemandes, enrôlés dans l'armée allemande. En France, la perte est devenue une obsession nationale. Les manuels scolaires enseignaient aux enfants que l'Alsace-Lorraine avait été volée. Les cartes montraient les provinces drapées de noir, en deuil. Des monuments représentaient la ville de Strasbourg comme une femme en pleurs. Les politiciens invoquaient les provinces perdues dans leurs discours. La revanche est devenue le cri de ralliement du nationalisme français. Pendant 44 ans, la blessure a suppuré. Et en août 1914, lorsque la guerre a de nouveau éclaté, la demande de récupérer l'Alsace-Lorraine a été l'une des forces motrices de l'engagement de la France dans une guerre totale. La guerre franco-prussienne n'a pas seulement remodelé la carte de l'Europe, elle a préparé le terrain pour les catastrophes du XXe siècle. L'Allemagne est devenue la puissance continentale dominante, mais entourée de voisins rancuniers. La France à l'ouest, cherchant la revanche. La Russie à l'est, méfiant de la force allemande. La Grande-Bretagne de l'autre côté de la Manche, préoccupée par l'équilibre des forces. Bismarck, malgré tout son génie, avait créé un système qui dépendait de sa gestion personnelle. Lorsqu'il a été démis de ses fonctions en 1890, les alliances soigneusement équilibrées ont commencé à se défaire. La France est alliée à la Russie. La Grande-Bretagne s'est rapprochée de la France. L'Allemagne s'est sentie encerclée. Les courses aux armements ont commencé. Les tensions ont escaladé. Et en 1914, une étincelle dans les Balkans, exactement comme Bismarck l'avait prédit, a mis le feu aux poudres. La Première Guerre mondiale a tué 10 millions de soldats et a de nouveau remodelé l'Europe. Et quand elle s'est terminée en 1918, les Alliés victorieux ont choisi l'emplacement du traité de paix avec un symbolisme délibéré. Le traité de Versailles, mettant fin à la Première Guerre mondiale, a été signé le 28 juin 1919 dans la Galerie des Glaces, la même pièce où l'Empire allemand avait été proclamé en 1871. Le Premier ministre français, Georges Clemenceau, y a insisté. Il avait été un jeune journaliste pendant la guerre franco-prussienne. Il avait été témoin du siège de Paris. Il se souvenait de l'humiliation de 1871. Et maintenant, 48 ans plus tard, il regardait les délégués allemands forcés de signer un traité qui dépouillait l'Allemagne de son territoire, lui imposait des réparations écrasantes et lui attribuait la seule responsabilité de la guerre. C'était la revanche de la France, servie froide dans la même salle où la France avait été humiliée. Et cela a préparé le terrain pour la guerre suivante. Parce que le traité de Versailles a humilié l'Allemagne tout comme le traité de Francfort avait humilié la France. Il a créé du ressentiment, de l'amertume et un désir de vengeance qu'un jeune caporal autrichien nommé Adolf Hitler exploiterait 20 ans plus tard. La Galerie des Glaces a été témoin de la proclamation de l'Empire allemand en 1871. Elle a été témoin de l'humiliation de l'Allemagne en 1919. Et les conséquences des deux cérémonies ont conduit à la Seconde Guerre mondiale, à l'Holocauste et à la quasi-destruction de la civilisation européenne. La victoire et la défaite ne sont pas des points finaux. Ce sont des tours dans un cycle. Le jeune officier prussien qui a applaudi dans la Galerie des Glaces en 1871 ne pouvait pas imaginer que son petit-fils mourrait de faim dans les ruines de Berlin en 1945. Les soldats français qui ont survécu au siège de Paris ne pouvaient pas imaginer que leur petit-fils mourrait dans les tranchées à Verdun et sur la Somme. L'histoire ne se déplace pas en ligne droite. Elle revient en cercle. L'humiliation engendre la vengeance. La vengeance engendre l'humiliation. Et la roue continue de tourner, broyant des vies sous elle. S'il y a une leçon à tirer de 1870, c'est celle-ci. Les guerres ne se terminent pas lorsque les tirs cessent. Elles résonnent à travers les générations, façonnant l'avenir d'une manière que les vainqueurs n'anticipent jamais et que les vaincus n'oublient jamais. La guerre franco-prussienne a duré 6 mois de combat, mais ses conséquences ont duré 75 ans et ont coûté des dizaines de millions de vies. Et tout a commencé avec un télégramme modifié et un empereur malade piégé dans une vallée sans issue. 1er septembre 1870. Un empereur français rend son épée dans une vallée entourée de canons allemands. 18 janvier 1871. Un empereur allemand est couronné dans un palais français. 6 mois, 2 moments, et le monde a changé. Ce n'était pas seulement une guerre entre la France et l'Allemagne. C'était la fin d'une ère et le début d'une autre. L'ancienne façon de faire la guerre des armées professionnelles, menant des campagnes limitées pour des objectifs limités, était terminée.
Ce qui l'a remplacé était quelque chose de nouveau et de terrifiant. La guerre industrielle. Des chemins de fer déplaçant des centaines de milliers de soldats. Des réseaux télégraphiques coordonnant des attaques sur des centaines de kilomètres. La conscription de masse transformant des populations entières en soldats. Une artillerie qui pouvait détruire des villes à des kilomètres de distance. La Prusse n'a pas seulement vaincu la France. Elle a démontré que l'avenir de la guerre serait plus rapide, plus grand et plus meurtrier que tout ce que l'Europe avait vu auparavant. Et l'Europe a appris les mauvaises leçons. L'Allemagne a appris qu'une mobilisation rapide et une force écrasante pouvaient écraser les ennemis avant qu'ils ne s'organisent. La France a appris que la défaite exigeait une revanche. La Russie, l'Autriche et la Grande-Bretagne ont observé et ont commencé à se préparer à la prochaine guerre, construisant de plus grandes armées, forgeant de nouvelles alliances, stockant des armes. La course aux armements qui a conduit à 1914 a commencé en 1871. Mais la tragédie plus profonde est de savoir à quel point tout cela était prévisible. Bismarck le savait. Dans ces dernières années, il a averti que l'empire allemand qu'il avait créé était entouré d'ennemis et qu'un jour une crise, probablement dans les Balkans, entraînerait l'Europe dans une guerre qui détruirait tout. Il est mort en 1898, 16 ans avant que sa prédiction ne se réalise. Les hommes qui se sont battus à Sedan et à Gravelotte croyaient qu'ils assuraient la paix par la victoire. Leurs petits-fils sont morts à Verdun, sur la Somme et à Passchendaele, combattant le même ennemi dans une guerre encore plus catastrophique. Les hommes qui ont célébré dans la Galerie des Glaces en 1871 croyaient qu'ils construisaient un empire qui durerait des siècles. 74 ans plus tard, cet empire gisait en ruine, ses villes bombardées, son peuple affamé, son territoire occupé. La victoire n'est pas permanente. La défaite n'est pas définitive. Les deux ne sont que des moments dans un cycle qui se répète parce que nous refusons d'apprendre. La France a humilié l'Allemagne pendant les guerres napoléoniennes. L'Allemagne a humilié la France en 1871. La France a humilié l'Allemagne en 1919. L'Allemagne a de nouveau tenté de dominer l'Europe en 1939. Et des millions de personnes sont mortes à chaque tour de roue. Les chiffres sont écrasants. 150 000 morts français en 1870. 10 millions de morts pendant la Première Guerre mondiale. 60 millions de morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais les chiffres ne rendent pas compte de la réalité. La réalité, c'est une mère à Paris qui nourrit ses enfants avec de la viande de rat et les voit maigrir de jour en jour. La réalité, c'est un soldat prussien à Sedan qui charre des obus dans un canon, les mains écorchées et saignantes, se demandant si son frère a survécu à l'assaut de l'infanterie. La réalité, c'est un officier français à Gravelotte qui meurt dans un champ de blé. Sa dernière pensée n'est pas pour la gloire ou la France, mais pour sa fille qui ne se souviendra pas de son visage. La réalité, c'est un soldat allemand en 1916, petit-fils d'un homme qui a combattu à Freshwiller, qui se noie dans la boue à Verdun et réalise que la victoire de son grand-père n'a servi à rien. Ce sont les coups que les traités ne mentionnent pas et que les défilés de la victoire ne reconnaissent pas. Et voici la partie qui devrait nous terrifier. Nous n'avons pas arrêté. Les outils ont changé. Nous n'utilisons plus de canons Krupp et de chars de cavalerie. Maintenant, ce sont des drones, des missiles de précision et des armes nucléaires. Mais le cycle reste le même. Les nations poursuivent toujours la domination. Les dirigeants risquent toujours la guerre pour le pouvoir et le prestige. L'humiliation engendre toujours la vengeance. Quelque part ce soir, des décisions sont prises qui résonneront pendant des générations. Des alliances sont mises à l'épreuve. Des frontières sont contestées. Des dirigeants calculent s'ils peuvent gagner un conflit rapidement, de manière décisive, avant qu'il ne dégénère. Ils font les mêmes hypothèses que la France a faites en juillet 1870. La guerre franco-prussienne est importante parce que ce n'est pas seulement de l'histoire. C'est un avertissement. Elle montre ce qui se passe lorsque les nations croient leur propre propagande, lorsqu'elles supposent que les guerres seront courtes et décisives, lorsqu'elles humilient leurs ennemis et ne s'attendent à aucune conséquence, lorsqu'elles construisent des empires sur le ressentiment et appellent cela la paix. Elle montre que les coups de la guerre ne se terminent pas lorsque les tirs cessent. Ils s'accumulent au fil des générations, empoisonnant l'avenir, garantissant que le cycle se répète. Et cela montre que les individus pris dans ces cycles, les soldats, les civils, les enfants qui grandissent dans les conséquences, méritent mieux que d'être des notes de bas de page dans l'ambition de quelqu'un d'autre. Si cette histoire vous a touché, si vous voyez les schémas, si vous reconnaissez les avertissements, si vous comprenez que l'histoire n'est pas quelque chose qui est arrivé à d'autres personnes, mais quelque chose que nous vivons encore, alors faites quelque chose de cette connaissance. Partagez cette vidéo. Parlez-en. Réfléchissez-y. Demandez-vous quelles leçons nous devrions apprendre et si nous les apprenons réellement.
Laissez un commentaire ci-dessous pour me dire ce qui vous a le plus frappé dans cette histoire. Quels moments ont été les plus durs? Quelles questions cela soulève-t-il pour vous? Ayons cette conversation, car ces histoires comptent le plus lorsqu'elles nous font réfléchir et pas seulement lorsqu'elles nous divertissent. Et abonnez-vous si vous voulez plus de cette histoire. Racontez avec honnêteté, profondeur et respect pour les personnes qui l'ont vécue. Car il y a d'autres histoires comme celle-ci. Des histoires qui doivent être racontées. Des histoires qui révèlent qui nous sommes et qui nous pourrions devenir. La Galerie des Glaces est toujours debout à Versailles. Les touristes la visitent tous les jours, photographiant les lustres et les plafonds peints, s'émerveillant de la beauté. La plupart ne savent pas ce qui s'y est passé. La plupart ne savent pas que la salle a été témoin à la fois de la naissance de l'Empire allemand et de son humiliation 48 ans plus tard. La plupart ne savent pas que les deux événements ont préparé le terrain pour des guerres qui ont tué des millions de personnes. Mais maintenant, vous savez, et peut-être que cette connaissance, portée par assez de gens, partagée assez largement, prise assez au sérieux, peut briser le cycle. Ou peut-être que nous continuerons simplement à le répéter. Ce choix, comme tous les choix de l'histoire, appartient aux vivants. Les morts ne peuvent que nous avertir. C'est à nous de décider si nous écoutons.